Dire aujourd'hui, avec un drone qui coûte pas cher, on est capable de surveiller 5-10 km de côte, de jour comme de nuit. L'État a son rôle à jouer ou pas du tout? Ou on peut sauter l'État et faire des choses sans eux? C'est un truc très intéressant, c'est parce que quand c'est toi qui es sur l'estrade, quand l'événement finit, tout le monde vient vers toi. Quand je partage une actualité, c'est toujours avec une stratégie business derrière. Il y a deux choses qui ont changé ma vie en 24 heures. La première, c'est un article de Jeune Afrique. D'accord. Je peux te garantir que quand Jeune Afrique fait un portrait sur toi, j'ai vu ma vie avant et après cet article. Je m'appelle Elon William, je suis entrepreneur, promoteur d'une start-up aujourd'hui qui s'appelle Faraday, qui crée des solutions d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Et pendant les 10 dernières années, j'ai travaillé sur les thématiques. Bon, William, merci beaucoup de prendre ton week-end. Moi, j'aime bien préciser que là, par exemple, on est samedi, là, quand on enregistre. C'est pas toujours évident d'avoir du monde qui se libère le week-end avec les activités, là. De passer nous dire bonjour chez Philo.tech, ça c'est le nom de ma chaîne YouTube. Moi, ce que je fais grosso modo deux choses. Je publie des vidéos pour, comment on dit ça, partager mes connaissances. Et de plus en plus, j'échange avec des experts comme toi dans leur domaine pour aussi partager leurs compétences en fait, quoi. Donc vraiment, merci d'avoir pris ton temps de venir échanger avec nous sur ces sujets dans lesquels toi tu es aujourd'hui. Grosso modo, tout ce qui est drone, tout ce qui est IA, tout ce qui est cybersécurité. Pour que d'autres personnes aussi puissent en inspirer, bien sûr. C'est ça l'objectif pour moi derrière. Et puis qu'ils sachent ce qui est possible d'être fait dans ce domaine ou dans ces domaines-là. Si je te demande de te présenter rapidement comme ça, là, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est bizarre qu'il y ait des gens qui ne te connaissent pas, mais bon, tu dirais quoi toi? Ah non, il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Ah bon? Je m'appelle Elon William, je suis entrepreneur. Je suis promoteur d'une start-up aujourd'hui qui s'appelle Faraday, qui crée des solutions d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Et pendant les 10 dernières années, j'ai travaillé sur les thématiques défense pour des grands groupes essentiellement, comme Thales et d'autres, pour les problématiques de sécurité nationale en Afrique. Voilà. Quand tu dis les grands groupes pour les problèmes de défense, là aujourd'hui, là, ce que tout le monde voit à haute voix comme ça, moi je dirais, ce serait grosso modo tout ce qui est piraterie, des choses comme ça. Est-ce que c'est des sujets pour toi ou c'est autre chose encore plus Totalement, profond que ça? totalement. C'est un des sujets majeurs d'ailleurs. Parce que la piraterie maritime, c'est précisément un peu plus d'1 milliard d'euros de pertes en Afrique. Et aujourd'hui, sur le golfe de Guinée, on a le golfe de Guinée, on a la Corne de l'Afrique. Ce sont deux zones qui sont extrêmement à haut risque, sur laquelle tu as des pirates d'un côté, les Shebabs, de l'autre, les pirates nigérians. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des capacités drones, des capacités d'interception, des capacités d'observation sur ces zones côtières, aujourd'hui, ça a forte valeur ajoutée. Donc, l'idée, c'est de rendre les États africains moins dépendants des puissances et des fournisseurs étrangers. Et dire aujourd'hui, avec un drone qui coûte pas cher, on est capable de surveiller 5-10 km de côte, de jour comme de nuit. Et donc, d'améliorer de manière très concrète, en fait, les capacités de surveillance. Parce que derrière ces problématiques de piraterie, ça a un impact sur la vraie vie des gens. Parce que tu as des pêcheurs qui, eux, ils n'ont pas les moyens de faire disparaître un bateau d'un Chinois qui est là où il ne devait pas être. Mais lui, il nourrit sa famille, sa pêche. Donc, au fond, le fait de limiter la piraterie a un impact sur la vie des populations les plus modestes qui vivent de la pêche sur les côtes africaines. Donc, c'est typiquement le genre de problématique qui m'intéresse et sur lesquelles je travaille. Et quand tu dis piraterie maritime, c'est quoi grosso modo? On va prendre un bateau, on va détenir le bateau, on va porter les conteneurs, on s'en va avec, un truc comme ça. Moi j'ai fait ça de Il manière y a très plein de simple. choses. Ouais. Non, il y a plein de choses. Mm. C'est beaucoup plus vaste que ça. Ouais. Dans la piraterie maritime, tu as le fait, par exemple, de pêcher dans une zone où vous ne devriez pas pêcher. Il y a le fait d'utiliser un bateau dans une zone, mais pas avec les bons types de filets, par exemple. Il y a le fait d'utiliser un bateau sous faux pavillon. Ça veut dire que vous dites que votre bateau, c'est un bateau, je sais pas moi, peut-être européen parce qu'il doit avoir droit à certains avantages, alors qu'en fait, c'est un bateau vietnamien. Il y a les attaques, effectivement, la partie un peu plus spectaculaire que les gens connaissent, ce sont les attaques, effectivement, sur les bateaux. Il y a parfois des kidnappings, des détournements de cargo, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est assez vaste en réalité. D'accord. Mais du coup, quand tu dis que tu accompagnes les États pour se défendre en gros, c'est quoi Oui. concrètement en fait quoi? C'est toi qui vas voir l'État, c'est l'État qui vient vers toi aujourd'hui pour faire quoi en fait? Un exemple quoi?
Un exemple concret, déjà on vient l'un vers l'autre. Je suis une entreprise privée comme il y a plein d'entreprises privées dans le monde, donc je prospecte. Ce sont des clients pour moi, les gouvernements. Ouais. Et l'idée, c'est que je leur fais comprendre, voici mon offre de service, voilà ce que nous pouvons faire pour vous. Et certains États vont commander du matériel. Ça peut être du matériel de transmission radio, ça peut être des drones. Allez, la partie que les gens connaissent le plus à mon sujet, ça va être les drones. Et donc, ils vont me dire, j'ai besoin de X nombre de drones pour faire ceci, ou même, peut-être ne même pas me dire pourquoi. Et moi, je dois répondre au cahier de charge qui m'a été indiqué et fournir le type de drone qui va bien pour l'unité qui en a besoin et former le nombre de personnes qui en ont besoin. Justement, quand tu parles de drone là, moi quand j'étais connu, quand j'ai vu tes premières vidéos, justement, quand j'étais encore au Cameroun à l'époque, c'était sur les drones. Tes drones aujourd'hui, par exemple, là, tu les fabriques où, par exemple? Alors, ça c'est au Cameroun déjà. Déjà, ouais. Okay. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on parle avec moi, parce que j'étais le premier à le faire au Cameroun. Mais au fil des dernières années, j'ai arrêté cette activité-là, l'activité de production locale. D'accord. Et j'ai transformé Drone Africa en Algo Drone. C'était très public, donc j'avais communiqué dessus. Et l'idée étant de faire comprendre que sur la partie matérielle, il n'y avait pas de plus-value. Enfin, du moins aujourd'hui, avec les Chinois qui font la même. En gros, les Chinois font 1 million de drones le temps que vous en fassiez un ou deux. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y avait un rôle un peu éducatif que je devais avoir parce que j'entendais, il fallait parfois que j'explique aux gens que personne sur Terre ne fabrique tous les drones au même endroit. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, mais c'est pas 100% camerounais. Je disais, mais attends, que je vous explique. Un avion Airbus n'est pas 100% français, un avion Boeing n'est pas 100% américain. Il faut vraiment que je vous explique comment ça fonctionne. Il y a plusieurs fournisseurs de composants qui peuvent être en Asie, en Europe, etc. Et au fond, le rôle du fabricant de drones, comme son nom l'indique, au fond, c'est comme un puzzle. C'est quelqu'un qui prend des composants à plusieurs endroits, qu'il met ensemble et qu'il fait voler. C'est ça le boulot. Il n'y a pas une entreprise sur Terre qui fait toutes les pièces d'un drone, du transmetteur à la radio, au système de commande, à la caméra, ça n'existe pas. Mais du coup, là, pour les drones aussi, il y a un sujet forcément de réglementation. Par exemple, pour toi qui parle de bosser avec plusieurs pays, en fait, j'imagine que quand tu veux intervenir, par exemple, dans une zone géographique réservée pour un pays, il faut avoir d'abord toutes les autorisations nécessaires pour suivre la zone. Ça fait partie de ton cas des charges dès le départ ou comment ça marche? Totalement. Personne n'a le droit de survoler l'espace aérien d'un pays sans l'autorisation des autorités locales. Et bon, la particularité, c'est que moi, je vends aux autorités locales. En fait, ils ne vont pas s'occuper eux-mêmes. Et ensuite, tu vends les drones, là. C'est quoi ta formation de base d'abord, toi, c'est quoi? C'est électronicien, c'est informaticien, c'est quoi ta formation de base? Pas du tout. Je n'ai aucun diplôme en informatique. Du tout. Je suis totalement autodidacte, donc j'ai tout appris tout seul. Que ce soit la robotique, que ce soit la programmation, que ce soit l'électronique, tout. J'ai appris tout seul. Et du coup, tu as appris tout, en gros, l'assemblage qui demande la partie électronique des choses et la programmation qui demande en gros de définir les actions de A à Z. Le soft, tout. D'accord. Clairement, je peux me réveiller à 3 h du matin, je sais exactement de A à Z ce qu'il faut faire pour fabriquer un drone. D'accord. Mais maintenant, si tu me demandes parce que j'avais par exemple des stagiaires ingénieurs, on avait souvent des discussions très rigolotes où mes ingés, parfois ils étaient en train de m'expliquer, par exemple, qu'on fasse voler les drones. Et j'avais des jeunes ingénieurs qui m'expliquaient en gros les règles qu'on leur avait appris à l'école. Ils me disaient, voilà, on m'a appris telle formule sur la portance, tout ça. Et je disais, franchement, je comprends rien à ce que tu me racontes. Par contre, je sais qu'il faut que tu me places ceci là pour que ça vole. Vraiment, le reste là, ça m'intéresse pas. Donc, je suis vraiment quelqu'un de très pratico-pratique. Mais là, tu pointes rapidement comme ça, là, un débat, je sais pas si c'est un débat en fait, qui dit en gros qu'à l'école, on n'apprend rien et on apprend tout sur le terrain. Toi, tu positionnes comment? C'est faux. D'accord. C'est très faux. D'accord. Absolument faux. Ceux qui parlent, je ne suis pas du tout de ceux qui disent l'école ne sert à rien. Au contraire, je suis ce que je suis parce que j'ai fait des études, clairement. D'accord. C'est-à-dire qu'entendons-nous bien, moi, tout ce que j'ai appris à l'école m'est utile. Tout. Le problème, c'est l'orientation. Ça, c'est la première des choses. Les gens vont faire des formations sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils apprennent, avec ce qu'ils font dans la vraie vie. Et tire la conclusion, vu que ce que je fais dans la pratique ne demande pas ce que j'ai appris à l'école ne sert à rien. Non, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que tu as choisi une formation qui n'est pas en adéquation avec la réalité de ton métier. C'est ça qui est vrai.
Donc, pour moi, mon expérience, par exemple, je suis entrepreneur, je suis allé en école de commerce. Ouais. Ça veut dire que je suis allé à l'école pour étudier comment créer une entreprise, comment gérer un business, comment gérer des clients, comment faire du droit des affaires, de la fiscalité. Et donc, dans ma pratique, tout ça m'aide, clairement. Donc, c'est vraiment une histoire de D'orientation. cohérence, d'orientation Voilà. et aussi de cohérence vis-à-vis de soi-même. Parce qu'il y en a qui vont à l'école. Par exemple, je te prends un exemple, les langues. Mhm. On apprend tous français, anglais, espagnol Mhm. ou allemand. Oui. Moi, jusqu'aujourd'hui, je parle espagnol. Il y a des gens avec qui j'ai étudié qui ne parlent plus un mot d'espagnol. Pourquoi? Parce qu'on n'apprenait pas la langue avec les mêmes objectifs. Pourtant, on était dans la même salle de classe. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'école stimule la créativité totalement. Ça dépend de quelle école on parle. En l'école, on apprend l'histoire, on apprend le raisonnement, on apprend énormément de choses. Maintenant, c'est pas de la faute de l'école si dans la pratique, chacun en fait ce qu'il veut. Donc non, moi j'encourage totalement les gens à faire des études et plutôt à mettre une pointe de créativité dans ce qu'ils apprennent à l'école. Maintenant, c'est-à-dire j'apprends des choses à l'école, je ne deviens pas un perroquet qui répète juste. J'essaie de trouver des use cases, des tests pratiques pour mettre en œuvre ce que j'ai appris. Après ça, c'est la partie difficile quand même, parce que généralement, quand les gens vont à l'école, il y a aussi beaucoup de mimétisme en fait, quoi. Moi, je vais souvent à l'école du quartier avec mes amis, je vais à l'orientation scolaire avec mes camarades de classe, ainsi de suite. Il n'y a pas très souvent, dès le départ, sauf quand on a une famille qui permet de faire ça, ou un entourage qui permet de le faire dès le départ, une vision claire de ce qu'on veut faire. Moi, je te parle par exemple, quand j'ai eu mon bac, limite, je sais pas ce que je voulais faire, quoi. Moi, je sais que je voulais faire les maths à l'époque, parce que j'étais assez à l'aise dedans, mais après, c'est plutôt vers l'informatique que je suis parti, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi une histoire de... Mais ce que tu me dis, ça confirme mon point, Oui. le point de l'orientation. Moi, je peux te dire l'inverse. Je peux te dire que depuis que j'ai 10, 11 ans, 12 ans, je sais exactement ce que je veux faire. Ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, c'est ce que je voulais faire. C'est très clair. Et comment tu as trouvé ça? Comment tu as trouvé ça et pas peut-être la médecine ou un truc comme ça, quoi, qui te permettrait de suivre un parcours plutôt classique, éducatif, quoi, ou académique? La passion, c'est tout. Honnêtement, j'ai pas cherché de midi à 14 heures. J'ai rien fait d'extraordinaire, rien du tout. J'ai juste suivi ma passion, c'est tout. Ouais, mais Et à 10-12 ans, tu t'es pas bien passionné que- de drone, si? Si, j'étais Ah, d'accord. passionné pas de drone, j'étais Ouais. passionné de tech, De j'étais tech, voilà. passionné d'informatique, j'étais passionné des ordinateurs pour résumer, j'étais passionné des appareils, j'étais passionné de science, Mhm. j'étais passionné de... J'avais très vite, à 10 ans, je savais déjà que j'étais passionné par les sciences, je savais déjà que les émissions que moi je regardais, c'était C'est pas sorcier sur TV5, J'avais déjà compris très vite ce qui me parlait. Ouais. Et donc, je me suis accroché là-dessus. Ouais. Donc, au fond, moi, je suis plutôt de l'école, parce qu'il y a deux écoles, justement. Il y a ceux qui disent, il y a l'école de l'environnement qui influence et l'école de le libre arbitre. Moi, je suis plutôt de la philosophie du libre arbitre. D'accord. J'estime que, autant je veux bien qu'on m'explique que l'environnement a influencé quelqu'un jusqu'à un certain âge, jusqu'à un certain moment. Mais après, je dis, c'est bon, tu es un adulte. Mhm. Et à un moment donné, moi, quand je vois un gaillard qui a 18 ans qui me dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, je dis, arrête, arrête, Bah, arrête. sauf que là, tu parles de Arrête. 80% des êtres humains. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Ouais. J'estime que les gens doivent assumer le fait qu'ils sont maîtres de leur destin. C'est-à-dire autant, à moins d'être dans un environnement, parce qu'il y a des contextes dans lesquels on n'a pas le choix. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un, parce que sa famille n'a peut-être pas les moyens, n'a pas la capacité financière de lui permettre de faire un parcours et de vivre et de faire sa passion, ça peut arriver. Mhm. Mais à un moment donné, si tu es dans... Si on reste dans cette logique, Ouais. on partirait du principe que le fils de la femme qui vend les prunes est condamné à être un vendeur de prunes parce que dans son environnement, il n'y avait pas de grands ingénieurs, de grands talentueux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis partisan de l'idée que peu importe d'où tu viens, tu peux naître dans le village le plus isolé du monde, ne pas avoir de gens qui sont très instruits autour de toi Ouais. et décider par ta volonté de devenir professeur alors que tu n'en avais aucun pour t'inspirer autour de toi. Et ça, ce que je dis là arrive partout sur Terre tout le temps. C'est-à-dire les gens arrivent en dépit de toutes les potentielles limitations que l'environnement pourrait avoir appliquées, Mhm. utiliser leur volonté et leur libre arbitre parce qu'à un moment donné,
Je veux bien que tu me dises que dans ton environnement, tu n'avais pas accès à l'information. Mais aujourd'hui, on a Internet. Bah oui, c'est vrai qu'on Donc, parle ça en veut dire... 2024, c'est plus la même chose. Voilà. Donc, Oui, aujourd'hui, on a Internet, tu ouvres ton ordinateur, ton algorithme, il te donne ce que tu veux. Oui. Ça veut dire que tu peux me dire, OK, autour de moi, je n'avais pas accès à l'information sur les formations, sur l'orientation. Tu ouvres ton ordinateur, je ne sais pas quelle information tu n'auras pas. Oui, bien sûr. Donc, à un moment donné, si tu ne vas pas la chercher, pour moi, tu es responsable de ton destin. Après, ce que tu dis, effectivement, c'est vrai parce qu'on est dans une époque où il y a l'information quasiment, même pas au pied de la porte, mais au pied de ton lit, quoi. À peine dès que tu t'es de ton lit, tu as l'information, en fait, tu peux trouver. Bien sûr. C'est trop facile de te victimiser et de dire non, mais vous savez, moi, en fait, j'étais jeune, j'avais 14 ans, 15 ans, je ne savais pas, il faut arrêter. Tu as 14 ans, 15 ans, mais tu sais aller sur TikTok, tu sais aller sur Instagram, tu sais aller sur WhatsApp, tu sais faire, arrête. Tu peux choisir d'aller sur le même TikTok, sur le même Instagram, aller regarder autre chose. Non, mais ce que tu dis, effectivement, moi, c'est un avis que je partage vraiment, surtout en 2024, où il y a énormément de, comment on dit ça, d'opportunités pour trouver l'information. C'est au pied de ton lit aujourd'hui, dès que tu te lèves, même pas sorti de ton lit, tu as déjà l'information qui t'arrive. Et donc tu as le temps de choisir pour faire ce qui peut être la meilleure option pour toi, quoi. Et même tu as Totalement. Ouais, vas-y. Non mais vas-y. Et même tu as l'opportunité aujourd'hui d'essayer beaucoup de choses, de te tromper, de recommencer en fait facilement, en fait, quoi. Donc voilà. Ouais. Non, mais ce que tu dis, c'est clairement ce que moi je partage aujourd'hui, et c'est même ce que je prône aussi un peu, de dire aux gens, essayez des choses. Même si ça rate, c'est pas très grave en fait, quoi. Il y a même que vous qui allez savoir que ça a raté au final, parce que beaucoup de gens passent en souvenir. On se souvient surtout de vos succès, mais pas de vos échecs en fait. Il y a que vous qui savez ce qui a pas marché derrière. Moi-même, j'ai énormément d'échecs. J'ai eu énormément d'échecs, mais les gens à l'extérieur ne voient que les moments de réussite et pourtant des échecs, j'en ai des tonnes. On va le moment de réussite, on va pas laisser le moment de travail, le temps que ça te prend de te former sur des sujets, de les tester, de les mettre en place. Ouais. Ça prend un peu de temps, mais après derrière, quand on réussit à cueillir les fruits, on est plutôt bien. Ouais. Quand tu es au Cameroun, là, comme on disait tout à l'heure, tu as commencé par les drones. Quand tu fais ton premier drone là pour toi par exemple, c'était quoi l'objectif derrière? C'était pour quel secteur d'activité, pour quel objectif derrière quand tu fais ton premier drone toi? Alors, il y avait plusieurs objectifs. L'objectif profond, c'était surtout d'inspirer les gens. D'accord. C'était même pas un objectif technique. Moi, je n'ai jamais été animé par... j'avais pas un extase particulier à fabriquer un drone. C'était pas ça mon sujet. Mon sujet, c'était d'adresser un problème technologique qui va démontrer dans l'esprit du jeune africain qu'on peut adresser des problématiques comme celle-là. Et qu'on n'est pas bon qu'à faire du foot, à chanter, à danser, avec tout le respect que j'ai pour ces métiers, c'est des métiers nobles. Mais j'estime qu'on a des cerveaux et que ça peut servir à plein d'autres choses. Et que j'estimais que moi, quand j'ai grandi, vu que tu parlais d'environnement, moi, un de mes problèmes, on va dire ça comme ça, c'est que j'ai eu un modèle entrepreneur, j'ai eu mon père, donc ça a réglé beaucoup de choses. Mais dans la tech, j'avais pas de modèles locaux. Donc moi, comme tous les jeunes enfants dans le monde, j'étais inspiré par les Bill Gates, les Steve Jobs. Et le problème, c'est quoi? C'est que ça crée quelque chose dans l'esprit où le jeune américain, quand lui, il grandit, il peut, pendant qu'il est au collège, il sait avoir Bill Gates qui passe dans l'école, leur donner un atelier, leur parler de technologie. Nous, on a qui? On a qui? On a William maintenant. Honnêtement, c'est ce que j'ai voulu incarner. Ouais. Très sincèrement. Très sincèrement, j'ai voulu que le jeune au Cameroun qui parle à un petit Français, un petit Américain, qui lui dit de toute façon, chez vous en Afrique, là, vous êtes bon qu'à courir, à manger des bananes, soit capable de lui répondre, mais qu'est-ce que tu racontes? Chez nous, on fait des drones, chez nous, on fait de l'IA. C'est ça que je voulais réussir à incarner. Et l'avantage du sujet drone, c'est que compte tenu de ma formation, business et tout ce qui est stratégie, intelligence économique et géopolitique, ça me permettait de croiser toutes mes compétences. À la fois les compétences business que j'ai acquises à l'école, les compétences en stratégie, parce que les drones, c'est un sujet souverain qui implique les États, qui implique l'espace aérien. Et en même temps, un sujet technique passionnant, parce que c'est sympa, parce que c'est rigolo, tu pilotes ton drone, c'est comme une PlayStation. Donc, tout ça mélangé. Moi, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Mais du coup, aujourd'hui, là, pour toi qui parles d'Afrique, quels sont, d'après toi, les domaines prioritaires dans lesquels on devrait se lancer pour profiter des compétences que toi tu as, par exemple, aujourd'hui?
La défense. La La défense. défense d'abord, parce que quand je vais dans des salons de défense, tu vas rigoler. Euh, euh, tu sais, quel est le continent qui a le plus de problèmes de sécurité au monde, à ton avis? Moi, je dirais l'Afrique. Voilà, Moi, je dirais l'Afrique parce évidemment. que les gars, il y a les coups d'État tous les matins et tous les soirs. C'est l'Afrique. Non, il n'y a même pas à réfléchir. C'est Mm, l'Afrique. mm. Et donc, du coup, on est un des, alors, pas un des plus gros clients en termes de montant qu'on dépense, mais on est un des plus gros clients en termes de problèmes et de besoins. Et le problème, c'est que lorsque je vais dans les salons de défense, il y a un salon qui s'appelle Millipol. On était la première boîte camerounaise à avoir un stand à ce salon-là. Ouais. Et ce qui m'avait marqué, c'est que tous les Africains que je voyais, les délégations africaines, ils venaient pour acheter. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains du côté vendeur. Mhm. Donc tu te dis, mais c'est quand même inquiétant. Est-ce qu'on imagine une seule seconde? Imagine, hein, pose-toi une question très simple. Est-ce que tu imagines une seule seconde la sécurité nationale en France, aux États-Unis, au Canada, en Suède, qu'on confie à un Malien? Non. Est-ce que ça te semble même Envisageable. envisageable Même même? envisageable d'abord, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, de la même manière que c'est évident que ce n'est pas cohérent de confier des enjeux stratégiques d'une nation à un non-résident, c'est évident pour pour tous les 4 continents dans le monde, sauf en Afrique. Mhm. Et donc, moi, mon problème, c'était de changer ça. Éduquer les gens, leur dire, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a donc la défense, c'est un des principaux enjeux, parce que si tu ne résous pas les problématiques de sécurité, en fait, tout le reste suit, je t'explique. Si tu n'as pas de sécurité dans une zone, en fait, il n'y a pas de santé, parce qu'il n'y a pas d'hôpital. Tu ne vas pas construire un hôpital sous les balles. Mhm. Il n'y a pas d'éducation, tu ne peux pas construire d'école. Il n'y a pas j'ai même envie de dire, il n'y a pas d'agriculture. Mhm. En fait, l'absence de sécurité nuit à toute l'économie. Et une fois que tu as réglé ça, maintenant, il y a la deuxième problématique, c'est l'éducation. Mhm. Parce que les, oublions les mines, oublions les ressources minières, supposons qu'on les a déjà. Mhm. Parce qu'on les a. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a des personnes totalement, et je l'ai déjà dit publiquement à plusieurs reprises, qui ont un gros complexe d'infériorité et qui sont dans l'incapacité d'admettre que des Africains peuvent gérer les problématiques en Afrique. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, tu as un studio de développement. Mhm. Tu vas dire, tu as envie on va te lancer des appels d'offres pour créer, je ne sais pas moi, une plateforme web pour une administration en Afrique. Mhm. Tu es africain, tu connais l'Afrique, tu connais les problématiques locales, tu vas répondre à cet appel d'offres, eh bien, tu vas le perdre face à un cabinet suisse, belge, français, américain, Qui va pas qui développer n'a lui-même. absolument pas une ligne de compétence de plus que toi, Mhm. pour la simple raison qu'ils sont venus avec un autre drapeau et qu'en face, tu avais un fonctionnaire qui est tellement complexé qu'il a l'illusion que si ça vient de quelqu'un qui a une autre couleur de peau que la tienne et que la mienne, c'est forcément mieux. Ouais. Et donc, c'est un problème de fond. Et ce Mhm. problème de fond de conflit d'infériorité, il vient de quoi? De l'éducation. Parce que ce gars qui est fonctionnaire, il est allé à l'école un jour. Mhm. À l'école, on lui a appris quoi? La colonisation, l'esclavage, les autres, etc. Et à aucun moment, il n'a pris le recul de se dire, mais il y a une histoire précoloniale, dans la connaissance historique déjà. Déjà, savoir que ton continent, il y avait des gens qui vivaient, il y avait des sociétés avant que les colons arrivent. Deux, avoir assez de confiance en toi pour te dire que ton alter ego, ton compatriote ou le citoyen africain que tu as en face de toi n'est pas moins compétent que quelqu'un qui a juste une autre couleur de peau. La couleur de peau ne peut pas devenir un diplôme quand même. Ah non, Et pas du tout. malheureusement, en Afrique, on se retrouve dans une situation où il est même plus intéressant pour des entrepreneurs africains d'envoyer des représentants occidentaux en Afrique pour faire du business. Ouais. Je te promets qu'aujourd'hui, si j'ai un commercial non africain, il va développer du business plus que moi-même en Afrique en moins d'une semaine. Ça, je te le garantis. Tu penses qu'il y a encore le complexe du blanc, c'est ça? C'est pas je pense, c'est factuel. Bah, après, je moi, pense. moi j'essaie de nuancer ça un peu plus parce que je pense que la nouvelle génération qui est en train de monter là, moi par exemple aujourd'hui, c'est pas un critère que je regarderai en premier. Moi, comme on a Oui, dit tout à mais l'heure, c'est d'abord la compétence que je vais regarder. oui, mais tu n'es pas représentatif de la réalité du marché. Tu es en France, moi je te parle de la réalité d'un Ah ben bien entrepreneur sûr. qui est ailleurs, Mm, qui mm. vit sur place et qui voit tous les jours des deals qu'il perd Mais parce bien sûr. qu'il est une boîte étrangère venue. Donc, dans ma réalité d'entrepreneur sur place,
on perd des deals tout le temps face à des boîtes étrangères qui n'ont pas plus de compétences que nous. Et le point sur l'éducation dont tu parles là, c'est aussi un de mes credos, de mes chevaux de bataille, j'aime dire ça comme ça. Toi là par exemple, je lance une formation pour dire aux gens, vous pouvez devenir développeur si vous vous formez bien en 3-6 mois et puis vous n'avez pas besoin de prendre la route pour aller vous battre au désert en fait, quoi. Mais même comme ça, tu as très peu de gens qui rentrent dedans. Les gens t'expliquent. Mais c'est normal. C'est normal qu'ils rentrent dedans. C'est normal qu'ils rentrent dedans. Moi j'ai arrêté d'être trop dur envers eux. Parce qu'avant, j'avais un jugement très sévère sur ceux qui font ça. Mais avec les années, l'expérience et la maturité, j'ai appris à être un peu plus tolérant vis-à-vis de ça. Pourquoi? Parce que c'est facile. Comment dire ça? C'est un peu trop facile pour ceux qui sont à l'étranger de dire qu'il faut rester en Afrique. Déjà, c'est la première des choses. Si c'est agréable que ça, il faut rentrer. Si vous aimez tant que ça, rentrez. Déjà, commencez. Donc, ça, c'est le premier point. Le second, le fait que les gens ont le droit d'aspirer à mieux. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui a sa licence, son master dans un domaine scientifique et technique, reste vivre dans des conditions où on lui promet un SMIC à l'équivalent de 100-200 euros, pendant qu'il sait que partout dans le monde, les gens qui ont le même niveau d'intelligence et de compétences que lui gagnent des 40, 50, 100 000 $ l'année. C'est injuste. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est des mécanismes de migration légale, des mécanismes de coopération cohérents. Mais dire aux gens aujourd'hui, étant en France, étant aux États-Unis, non, mais restez en Afrique, développez l'Afrique parce que c'est votre boulot et moi, je reste à New York et je vis ma meilleure vie, j'ai ma sécurité sociale et tout. Non, c'est trop facile. Et moi, je l'ai vécu étant à Yaoundé. Moi, je me rappelle chaque fois que j'étais à Yaoundé que je voyais quelqu'un se mettre derrière son écran expliquer à quel point le business en Afrique, c'est la chose à faire, c'est passionnant. Je me disais, ça se voit que lui, il vit pas ici. Oui, bien sûr. Ça se voit que lui, il ne vit pas notre réalité, parce que notre réalité, elle est pleine de frustration. Tous ceux qui ont fait du business à un certain niveau en Afrique connaissent le moment où tu gagnes un deal important et où tu vas vers ta banque en disant, j'ai gagné un deal de X montant, j'ai juste besoin de faire préfinancer ça. Déjà, tu t'es battu pour le gagner. Ouais. Déjà, tu as dépensé pour le gagner. Ouais. Déjà, tu t'es même peut-être mis en situation financière difficile pour le gagner. Et lorsque tu le gagnes, la banque te dit non, je ne t'accompagne pas. Et puis, quand tu es sur nos sujets comme les sujets technologiques, celui qui vend encore les prunes, comme je disais, ceux qui sont dans les activités commerciales, même ça va. Si tu as une boutique, etc. Moi, j'ai eu une situation, anecdote réelle, où un banquier est venu dans mes bureaux. Non, mais tu vas rire. Il arrive dans mes bureaux. Ça m'a fait rire. Et il me dit, monsieur Elon, vraiment, alors on est là pour discuter de votre procédé de financement. Le stock est où? Je savais pas par où commencer pour lui répondre. Du coup, j'ai bugué. Sa question, tu vois, je m'en souviens, sa question m'a fait planter en fait. Il me dit, mais où est le stock, où est la marchandise? J'ai dit, mais comment ça la marchandise? Monsieur, je vends des services, je vends des applications. Il dit, comment ça, dans votre ordre? J'ai dit, mais attendez. J'ai dit, je te jure, je lui ai fait asseoir. Je lui ai dit, écoutez, je vais vous expliquer. Je vous dis que il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent qu'ils veulent une application, un site internet, je développe. Je lui montre les sites que j'ai fait. Et je dis, bah, du coup, il faut préfinancer. Il dit, je préfinance quoi alors? Je dis, mais. Je dis, mais attends, mais il y a les gens qu'il faut payer. Il y a les salariés. Mais son cerveau n'arrivait pas à. Et il me dit, mais attends, donc il n'y a pas le stock. Et attends, c'est même pas le pire. À un moment, je me dis, bon, attends, je vais un peu essayer d'entrer un peu dans sa logique. J'avais un drone là, une grosse aile volante qui valait peut-être 25 000 $, qui est dans un carton. C'est réel, hein? Je suis au bureau. Et il me dit, bon, ok, bon, parce que je lui explique, écoutez, moi, c'est quand on me commande que je cherche, je vends en flux tendu, etc. Mais je lui dis, je vais lui montrer mon drone, un drone qui est là, qui vaut cher. Et j'ouvre mon carton, je lui dis, bon, écoutez, voilà un truc en stock, ça vaut 25 000. Et dit, ça là, c'est 10 millions. Je me dis, mon Seigneur. Il n'a pas compris le truc, quoi. C'est-à-dire, comment tu expliques à un banquier, le gars, peut-être son BTS en finance qu'il a eu à Sciences, que
je suis en train de que l'objet qu'il a devant lui en termes de technologie, de carte mère, vaut au moins 20 000 euros. Son cerveau, c'est trop, c'est trop de science pour lui. Ouais. Il ne comprend pas. Et c'est ça la réalité de ce qu'on vit dans la tech. C'est compliqué d'expliquer ce que tu fais. En Afrique, en tout cas. Surtout en Afrique, c'est très compliqué surtout, moi je dirais surtout aux administrations d'expliquer ce que tu fais. Moi, par exemple, il y a un phénomène qui me choque jusqu'aujourd'hui en Afrique, c'est la queue que tu vois dans les banques, en fait. Je ne comprends jamais pourquoi dans une banque, il y a autant de queues, en fait. Quand tu te mets ici, tu vois qu'il n'y a plus personne qui va dans une banque. Mais en Afrique, pour occuper l'argent, il fallait te mettre à la queue à la banque. Je ne sais pas si c'est la banque qui ne fait pas bien son boulot, c'est les gens qui n'ont pas été assez instruits. Non, c'est pas ça. Non. C'est plus subtil que ça. Non, c'est plus subtil que ça. C'est pour ça qu'il faut parler aux gens qui sont sur place. Parce qu'on connaît la réalité. C'est beaucoup plus fun. La réalité, c'est que d'une part, tu as le fait que tu as une génération. Qui a l'argent dans les banques? Tu vas voir comment. Je vais t'amener à comprendre pourquoi tu auras souvent le rang pour le moment. Après, qui a l'argent dans les banques? C'est la génération de nos parents. Oui. C'est la génération qui aujourd'hui a la cinquantaine, soixantaine. Et à leur époque, je te promets, ça peut te sembler un détail pour toi aujourd'hui, tes frais de banque, de carte Visa de 2 euros, 3 euros. Moi, je peux te dire que il a fallu beaucoup de pédagogie pour expliquer à certains parents que la carte Visa, les 5 000 qu'on lui prélève, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Et il dit, non, je préfère m'aligner plutôt que de leur donner mon argent gratuitement comme ça. Tu vois ça? La génération de ses parents. Le fait qu'ils ne sont pas très à l'aise avec tout ce qui est digital et numérique, ils n'ont pas cette relation de confiance là. Le fait que l'humain, dans nos environnements, a encore beaucoup de place. Les gens veulent une relation avec leur banquier. Du coup, la génération de nos parents, tu penses c'est eux qui nous posent problème? C'est pas qu'ils posent problème, c'est leur réalité. Moi, j'ai encore ma maman qui m'appelle parfois pour me dire qu'elle a reçu un message, elle ne comprend pas trop, que je lui explique. Donc c'est normal. C'est normal. Et sauf que c'est eux qui sont la classe qui travaille en réalité. C'est eux qui sont la classe qui a l'immense majorité des revenus. Il faut savoir que l'État est un des premiers employés au Cameroun. Donc tu as un gros volume de fonctionnaires qui ont 120 000, parfois 130 000 de salaire. Quand tu dis à cette personne que tu vas lui coûter 10 000 de frais pour une carte tous les mois, je te promets, pour lui, c'est pas un détail. C'est vraiment pas un détail. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais la partie que je partage, j'ai un ami, par exemple, là, tout jeune, entre 35 et 40 ans. Lui, il dit, quand on me paie mon salaire, comme on me paie chez nous par virement bancaire, la première chose que je vais faire, c'est au guichet, je prends ma carte, je récupère d'abord tout mon argent pour repartir chez moi avec. Donc, du coup, je disais, oui, il disait que son premier réflexe, c'est d'aller vider son compte. Moi, je fais pareil. Ah oui? Je fais pareil. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore vécu la magie de nos banques. Où tu laisses tes sous et puis un beau jour, on te dit qu'en fait, il y avait des frais là que tu avais oubliés, que tu avais souscrit à quelque chose et on te coupe. Il n'y a pas un rapport de confiance. De transparence, de confiance. De confiance, pas du tout. Ouais, pas du tout. Tu n'as pas un rapport de confiance avec eux mais tout simplement parce qu'ils ne t'ont jamais donné l'impression qu'eux-mêmes te faisaient confiance. Parce que quand tu vas vers ton banquier, si tu vas demander un jour un prêt, je crois que même une enquête de la CIA est plus légère que ça. Tu as l'impression que tu es en train de demander, demander la lune. C'est-à-dire ta banque te connaît. Ouais. Voit tes transactions. C'est que tu fais du chiffre, mais ton banquier a quand même le culot de te demander un titre foncier. J'avais dit que c'est l'élément le plus rassurant qu'il puisse avoir. Mais non, sauf que non, pas du tout, pas du tout. En Europe, quand tu fais du chiffre d'affaires, sur la base de tes flux de revenus, on fait une projection et on t'accorde des lignes de crédit. Je le sais, j'ai des entreprises en Europe. Donc on va pas m'expliquer le contraire. Donc du coup, je ne pose aucune garantie. On me demande on ne me demande même rien. On me demande de connecter le fichier de mon compte en banque à l'organisme de crédit. Je fais ma demande en ligne et quelques jours après, j'ai les sous qui sont positionnés ou pas. Les mêmes montants, c'est-à-dire quand je vois les volumes d'affaires que je faisais en Afrique, si je les faisais ici, mais c'est-à-dire j'aurais préféré les avoir fait sur mes comptes bancaires européens, pas sur mes comptes bancaires africains. Clairement. Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup là, pour toi qui est entrepreneur, il y a un gros sujet maintenant, c'est de trouver les sous pour développer son business. C'est quoi les options qu'on a
j'appelle ça les options les plus abordables. Pas faciles, mais plus abordables aujourd'hui pour toi, en fait. Ça dépend du pays dans lequel on se trouve. La première option pour tous les entrepreneurs du monde, c'est vendre. Ouais. Vendre, avoir des clients. Parce que tu fais du bénéfice, tu fais de la marge. Et surtout sur de la vente de services, c'est intéressant parce qu'au fond, si tu as un ordinateur, une connexion Internet, tu peux vendre des sites web, concrètement. Donc du coup, et je l'ai fait. C'est-à-dire, je ne parle pas d'un truc que j'imagine. J'avais mon PC, je vendais parfois des sites Internet et je faisais tranquillement mon site sur WordPress, je livrais mon client, on me payait et tout le monde était content. Donc, la première des choses, c'est de vendre parce que ça permet d'accumuler, d'avoir de la trésorerie. C'est convaincre ses clients. La seconde, si on est en Europe, parce que c'est quand même là où on est, il y a plein d'organismes. Par exemple, la BPI finance les entreprises. Les gens ne savent pas, mais en fait, en France, il y a énormément, mais il y a tellement d'aide à la création d'entreprises à n'en plus finir. Quelqu'un qui veut lancer sa boîte, tu as la BPI. Tu as l'Île-de-France qui donne jusqu'à 300 000 euros si tu veux faire de la R&D. Tu as des subventions à l'IA. Tu as les appels à projets des différentes administrations. Tu as la cellule de coordination nationale de l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc, tu as même, et ça va même encore plus loin, si tu as en plus ton entreprise est immatriculée en Europe, tu as en plus maintenant les aides de l'Union européenne. Tu as les programmes d'appel d'offres de l'Union européenne. Tu as des fonds d'investissement à Paris. Tu as plus de fonds d'investissement rien qu'à Paris que dans toute l'Afrique centrale. Tu as les venture capital. Tu as les family office. Tu as les banques même qui ont les incubateurs. Tu as maintenant en plus les incubateurs d'écoles. Tu as les réseaux de business angels. Donc, tu vois, rien que là, tu vois, je viens de t'en citer au moins 6 ou 7 sources de cash vers lesquelles un entrepreneur peut se tourner. Mais là, et maintenant, pour un entrepreneur qui lui est resté au Cameroun, qui a besoin de se financer, comme toi, tu as eu les difficultés auxquelles tu as fait face, toi, quelles sont les options maintenant que toi, tu penses qu'on peut avoir? Il y en a très peu au final, et je suis la preuve vivante qu'il y en a peu. Parce que la preuve, j'ai été financé à 90% par des Allemands, pas par des Camerounais. Donc du coup, au final, il faut plutôt, ça dépend du secteur, mais si c'est un profil technologique, moi je leur dis clairement aller chercher l'argent à l'étranger. Parce qu'en local, je vois rarement, ça arrive, mais c'est rare qu'il y ait des gens qui croient en un projet purement technologique ou software ou de services, de choses comme ça. Ils aiment investir dans l'agriculture, dans l'immobilier, En fait, je l'avais déjà dit, l'investissement en Afrique est extrêmement rentable. Il y a une culture de l'investissement. Les gens ont des tontines. Non, les gens savent investir en Afrique. Non, c'est juste investir dans la tech qu'ils savent pas encore vraiment faire. Pour le moment, la plupart investissent sur... Et il y a des investissements qui se font dans la tech aussi. Mais il suffit de regarder, essentiellement, c'est des organismes étrangers qui mettent le plus gros des capitaux. Ce ne sont pas des organismes locaux. Donc, ça en dit long. Et pour moi, l'entrepreneur tech, il doit tout de suite comprendre ça. Soit il a le temps d'éduquer les gens, soit il va chercher à l'international. Du coup, je suivais un de tes passages sur RFI, là, où tu disais que les programmes qui sont destinés pour les entrepreneurs africains, l'enveloppe de départ n'est pas l'enveloppe d'arrivée. Il y a trop de... Totalement. Il y a trop de choses qui se passent au milieu, totalement. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et au final, c'est en tant qu'entreprise, par exemple, quand je vais chercher de l'argent dans le monde aujourd'hui, c'est en tant qu'entreprise française, c'est pas en tant qu'entreprise africaine. Et du coup, en tant qu'entreprise française, j'ai accès à d'autres capitaux. Des capitaux qui financent les entreprises européennes. Ce qui est dommage en gros. C'est dommage d'en arriver là. Oui, bien sûr. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais maintenant, je dois être pragmatique. Et du coup, le pragmatisme d'entrepreneur, c'est la capacité, comme je te disais encore, à distinguer ce que tu aimes de ce qui est nécessaire. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire, écoutez, il y a plein de réseaux de business angels en Afrique qui mettent de l'argent à des start-upers dans la tech. J'aimerais pouvoir te dire, il y a des fonds d'investissement à qui tu envoies ton pitch deck, qui le lisent, qui l'analysent sur la base de son potentiel de rentabilité, qui te mettent de l'argent sans demander de garantie farfelue. J'aimerais pouvoir te dire ça, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est même pire, c'est que tu vas avoir des fonds d'investissement qui sont en Afrique, qui sont censés investir en Afrique, qui vont même mettre de l'argent plus facilement à un Européen qui vient lancer une start-up en Afrique qu'à un Africain en Afrique. C'est lunaire, la situation dans laquelle on est. C'est pas parce qu'on n'a pas encore confiance
à nous-mêmes, j'ai envie de dire ça comme ça de manière très simple. Merci. Tout ça nous ramène au point de départ. C'est pour ça que je résume souvent la situation en disant, il y a un seul problème de mentalité. On tourne autour du sujet. À la fin de la journée, le problème, c'est que quand tu as un Africain à la tête d'un fonds d'investissement dans l'Afrique qui ne croit pas en d'autres Africains et qui, du coup, va investir dans des boîtes où il y a peu de risques parce qu'il estime que non, il ne va pas investir. Parce qu'une start-up, c'est quoi? Une start-up en Afrique, c'est quoi le profil? C'est souvent un jeune qui a entre 18 et 25 ans, qui a son sac à dos, un bout de code, un truc qu'il a prototypé parce qu'il était bon en code, il a designé. Et ce gars-là, quand il est à Paris, quand c'est un petit Français, eh ben, lui, on lui met de l'argent. On lui met 1 million d'euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Ben, quand c'est un petit Africain, les autres Africains, comme par hasard, trouvent qu'il est trop risqué. Et tu sais, c'est quoi le pire? Les mêmes Africains qui n'investissent pas dans ce jeune homme-là, à Paris, connaissent investir dans ce petit Français-là, dans ce petit Anglais-là, sans problème. Hein. Là, ils savent prendre des risques. Là, d'un coup, ils savent aller en bourse, acheter des actions des startups américaines. Là, ils connaissent, là, ils sont très forts. Ils vont t'expliquer qu'ils ont acheté des actions des startups de la Silicon Valley, etc. Là, il n'y a aucun souci. Mais investir dans le jeune Africain qui est au même niveau de développement, ils ne le font pas. Bah, il y a un problème de mentalité, comment on dit ça, dans les deux sens aussi, quand même. C'est tout. C'est tout, ce n'est que ça. C'est une mentalité de complexé. Je n'ai jamais vu des gens aussi complexés. Ils sont tellement complexés, tellement persuadés que c'est nécessairement mieux quand c'est fait par un Américain. Et comme par hasard, leur sens critique s'éteint dès qu'ils voient un Américain dire quelque chose, un Européen. Ah bah donc ça doit forcément être vrai. Et moi, je suis dans la tech, je fais de l'IA. Je peux te garantir que le nombre de fois où j'ai vu une entreprise, une start-up américaine, européenne raconter des bêtises, c'est incroyable. Et lever de l'argent après avoir raconté des bêtises. Et pas un peu. Pas un peu. Pas un peu. Donc, à un moment donné, il faut un peu d'humilité intellectuelle vis-à-vis de ces gens. Il faut qu'ils aient de l'humilité intellectuelle. Mais surtout, il faut que nous, on apprenne à avoir confiance en nous. Tu vois bien ma personnalité. Si tu n'as pas le niveau de confiance en toi que moi j'ai, tu ne peux pas. Le nombre de fois où je me retrouve dans des salles où tout le monde dans la salle, je suis le seul noir dans la salle. Tout le temps, ça m'arrive. Tout le temps. Après, tu suis dans un sujet un peu de niche quand même, quoi. C'est pas tout le monde qui va dans la défense et tout ça, quoi. Mais pourquoi est-ce que justement, mais c'est un problème. Ben, je suis que c'est un problème. C'est ça le problème. Je suis que c'est un problème. Mais c'est ça le problème. Des gens comme toi pour montrer qu'il y a des choses. Mais c'est ça le problème. Pourquoi est-ce que moi je devrais être un des rares Africains qui fait de l'IA, de la défense? Mais attends, alors qu'il y a plein d'Africains hyper talentueux, plus talentueux que moi, qui ont plus de compétences, qui ont plus de génie, qui pourraient se lancer là-dedans. Pourquoi? Au nom de quoi? Bah après donc, tu sais, comme tu parlais de personnalité tout à l'heure, il y a deux aspects quand même. Il y a la compétence, j'appelle ça la compétence technique, quoi, et la compétence pour aller chercher, aller se vendre, voilà. C'est la compétence business. Alors, ce que tu dis est très vrai. Tu mets le doigt sur quelque chose de très intéressant. Et j'expliquais souvent aux gens qu'un grand chercheur en IA ne fait pas un grand entrepreneur en IA. C'est ça. Un grand ingénieur en robotique ne fait pas un grand entrepreneur dans les drones, quoi. Tu peux être tous les ingénieurs de tout ce que tu veux. À la fin de la journée, c'est un métier de savoir faire de la technique, c'est un métier de savoir faire des factures. C'est vraiment deux boulots. Deux métiers, deux compétences différentes. C'est deux métiers. Et le problème, non, c'est que justement, dans les métiers en Occident, ils arrivent à être quand même assez lucides sur ça. Sur le fait qu'un fondateur est plutôt technique et du coup, on lui colle, tu remarqueras, on lui colle très vite un gars du marketing, un gars du commerce, parce qu'on sait que son histoire, ça va pas suffire tout seul. Ouais. Chez nous, le problème, c'est que le jeune entrepreneur a l'illusion que parce qu'il est bon techniquement, parce que sa solution répond à un vrai problème, parce que c'est ça le problème. Il se dit, attends, j'ai identifié un vrai problème. J'ai créé une appli qui résout le problème. Donc, quand je vais dire que j'ai créé ça, j'ai mis ça sur le Play Store, les gens vont venir télécharger. Le nombre de fois où j'ai vu ça, les gens vont venir télécharger parce que c'est trop bien, parce que c'est trop beau. Et c'est là qu'il y a des profils comme moi qui vont lui dire, mais non, tu crois que nous, on allait apprendre quoi à l'école, en fait? Pendant que toi, tu es allé pendant 5 ans pour devenir ingénieur, dis-toi qu'il y a des gens qui sont allés pendant 5 ans pour étudier le business. Ouais. C'est un autre métier. Réussir à vendre, réussir à convaincre, réussir à négocier des contrats, réussir à négocier des partenariats, c'est une compétence. Ne pense pas que c'est un détail, c'est vital même. Ah ben c'est sûr, parce que avoir toute la compétence technique en gros en soi ne va jamais suffire pour faire une entreprise qui va décoller et marcher tout seul. Mais ça va même encore plus loin que ça. N'avoir que la compétence commerciale peut permettre à une entreprise de survivre plus longtemps que la compétence technique. Ah oui, bien sûr. Tout le monde, beaucoup de gens disent que Steve Jobs qui est derrière Apple, qui a propulsé Apple, était beaucoup un bon vendeur surtout.
Et ça, c'est une compétence qu'il faut d'abord aussi, quoi. Totalement. Tu avais Steve Wozniak qui était ultra technique. Tu aurais laissé Steve Wozniak avec les iPhones, toi et moi, on ne saurait pas ce qu'est Apple. Non, pas du tout. Il fallait réussir à bien vendre le produit. Totalement. Et donc, c'est là où moi je dis souvent, les compétences comme les tiennes, en fait, là, qui allient à la fois la partie technique et la partie, grosso modo, commerciale. En gros, tu t'es formé 2 fois. J'ai envie de dire ça quelque part comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, businessment, si le terme existe derrière, pour grosso modo, aller à vendre des choses. Pour pouvoir être à même de vendre ce que tu sais faire. Exactement. Est-ce que tu dis à, grosso modo, toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se former comme ça, ou bien il y a d'autres façons de faire? Toi, non. Clairement, moi, je dis c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire? Pour moi. Si tu es là, après, si tu n'es pas le... Alors, ça dépend. Si c'est ta boîte, non, tu es obligé de faire ça. Mais si tu travailles dans une boîte, ou si tu vas, par exemple, être le CTO d'une boîte, il faut t'associer à quelqu'un qui est ça. Oui. Sinon, c'est mort. Pour moi, concrètement, pour moi, un fondateur tech qui n'est pas businessman, soit il va réussir à avoir des premiers deals grâce à son talent technique, mais à un moment donné, il va stagner. Ouais. C'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que son talent technique va lui permettre d'arriver à un certain niveau de business, mais étant donné qu'il n'a pas l'intelligence émotionnelle et justement la capacité commerciale à se développer, en fait, il va stagner. Donc, il va arriver à un point où il aura un niveau de revenu qui lui permet de vivre confortablement, mais en fait, pas de skill. Pas du tout. Il va stagner là-dedans. Ou même quand il va scale avec les limitations que sa personnalité impose. Ouais. Donc, en réalité, il faut très vite bosser les deux. Clairement, les deux. En même temps, tout le monde ne peut pas être businessman non plus. Mais dans ce cas, tu ne crées pas une entreprise. Bah, j'avais dit que j'en reviens parce que tu dis sur le bimétisme. Moi, c'est ça. Quand tu crées pas. Tu crées pas une entreprise. Oui, mais pourquoi? Attends, tu dis toi-même. Tout le monde ne peut pas être businessman. Dans businessman, il y a business. Donc, pourquoi tu vas créer dans un business? Tu vois ce que je vois pas le... C'est-à-dire, si tu t'imagines que parce que tu es le développeur full stack de l'année, c'est pour ça que tu vas avoir tous les deals de dev de Paris, tu rêves. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ces deals, les plus gros deals se négocient au restaurant. Hein. Je te le promets, je suis entrepreneur. Les plus gros deals que j'ai fait de ma vie se négocient entre gens. Il n'y a pas une personne qui parlait de langage de programmation sur la table. Ah, bien sûr, Il n'y a pas une personne là qui voulait savoir si le dev là est-ce qu'il est plutôt Python, plutôt JavaScript, est-ce qu'il a utilisé un dernier framework. Ça n'intéressait absolument personne. Ah, bien sûr. Donc, au fond, c'est une histoire de vision aussi, de niveau de business que tu veux. Si tu veux du business, j'appelle ça le business de niveau opérationnel où on va te donner ta mission parce que tu vas être freelance, indep, tu vas avoir 1 ou 2 missions là-bas, par-ci, par-là. Comme je dis, pour vivre en tant que personne, de manière très correcte et très bien gagner sa vie, pas besoin de développer cet aspect très commercial. Surtout en Occident où il y a une telle pénurie de développeurs, une telle pénurie de compétences sur ces sujets-là, qu'au fond, il suffit de balancer son CV dans la nature, sur les plateformes, et au fond, il y a des personnes qui vont vous contacter pour vous donner des missions. Il y a même presque pas à aller chercher. Par contre, c'est une chose. C'est autre chose de dire, ok, moi je rêve d'avoir une entreprise qui a 400, 500 employés, 1000 employés, qui est déployée sur 5, 10, 15 pays. Ah, ça c'est un autre métier. C'est un autre métier, ouais. C'est clairement un autre métier. Et donc, si c'est ça l'ambition, c'est pour ça que je dis c'est une histoire de niveau de où tu mets ton ambition. Si ton ambition c'est vivre toi décemment, non, c'est pas une nécessité de se chauffer la tête à trop travailler l'aspect commercial. Aujourd'hui, la demande en tech est suffisamment forte pour que des opportunités viennent de manière presque organique. Mais par contre, si l'ambition c'est de dire, moi j'aimerais bien créer une entreprise qui va faire la taille d'un grand groupe demain, ah non, c'est un passage obligé. Pour grossir, pour gérer tout ce beau monde-là. Ça, c'est ce que tu dis. Un passage obligé. C'est un passage obligé. Du coup, là, tu as parlé beaucoup de levée de fonds auprès de, grosso modo, les institutions, quoi. Quel est ton avis donc, sur le levée de fonds dans la communauté ou bien auprès des personnes, en fait, toi? Je t'ai parlé de ça. C'est ce qu'on appelle les business angels, les particuliers qui décident. Après, les business angels, en fait, moi, j'appelle ça aussi. Pour moi, c'est un autre métier, en fait, quand même, parce qu'un investisseur, quand même, il a un peu de bagage derrière pour pouvoir investir. Un investisseur, c'est quand même lié à un business plan pour comprendre où tu veux l'amener. Il sait lier un fichier Excel pour bien comprendre où tu l'amènes. Ouais, non, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais quand même, quand il dit, par exemple, moi je viens te voir, William, te dis, bon, comment on se connaît, si tu connais 3-4 personnes là, venez, on se regroupe, je vous parle de mon business en fait à moi et puis on se lance dedans. Je n'ai jamais fait ça. L'equity crowdfunding. Ouais. Je n'y crois pas.
Tu n'y crois pas? Je n'y crois pas. Pourquoi? Je n'y crois pas. J'ai plein de raisons de ne pas y croire. Premièrement, parce que je ne l'ai jamais vu fonctionner sur ce que je faisais. D'accord. Déjà. Parce que les rares fois où j'ai eu du capital de ce que tu appelles la communauté, bon, bref. Donc, en tout cas, mon expérience, c'est que cette approche-là, elle est valable. Ça aussi dépend aussi de la personnalité de l'entrepreneur. Par exemple, j'ai un ami qui est entrepreneur. Lui, il est très bon dans ça. Je ne vais pas le citer, mais lui, il arrive à fédérer des gens et à mettre donc plusieurs personnes qui vont mettre des petits montants, des tickets et faire un gros volume de cash. Et ça ne le dérange pas d'avoir 100 personnes, 50 personnes, 20 personnes à gérer, les amis des amis d'amis. Donc lui, il s'en sort là-dedans. Moi, par exemple, ma personnalité n'est pas compatible avec ça parce que je suis de nature... Non, je suis de nature plutôt introvertie. Je ne suis pas du tout quelqu'un de très sociable. Donc, ça fait que je n'ai pas la capacité émotionnelle de gérer. Là, concrètement, dans tous mes business, j'ai 6 investisseurs, concrètement. Et déjà... 6 institutions aussi ou bien 6 business angels? Les deux, à moitié business, à moitié institution, à moitié, mais j'en ai 6. Donc, sur la planète, je sais qu'il n'y a que 6 personnes qui peuvent me poser des questions sur mon affaire, en réalité. À qui tu dois rendre compte? Oui, ils sont que 6. Donc, du coup, en dehors de ces 6-là, et sur ces 6, 5 sont non africains. Donc, bon. Du coup, ça fait que dans ma perception... Et du coup, je me dis, les Africains qui auraient pu investir dans ce que je fais, m'ont déjà vu et ne l'ont pas fait. Je vais te prendre un exemple très intéressant d'ailleurs. La dernière interview que j'ai eue, peut-être celle que tu as vue, je ne sais pas si tu la vois sur YouTube, il y a près de 180 000 vues sur cette interview. Ouais. Plein d'Africains, en majeure partie, c'est des Africains qui ont commenté la vidéo. Ouais. Et qui ont été très positifs à mon endroit. Ils m'ont donné plein de messages positifs, plein d'encouragements, et je n'ai que de la gratitude envers ça. Maintenant, là où ça fait un pincement au cœur, tu vois, ça fait plus de la peine, ce ne sont pas de mauvaises foi, ça fait de la peine, c'est qu'à la fin de ça, de ces 180 000 personnes qui voient, il y a une personne qui m'a écrit, pour me dire, ok, je vais mettre du capital dans ta boîte. Et il se trouve que cette personne, c'était un Allemand, c'était pas un Africain. Il m'a mis de l'argent dans la boîte. Donc, au fond, ça en dit long. Ça en dit long. Par contre, je suis sûr et certain que si j'étais parti sur ce plateau et que j'avais dit que j'ai envie de lancer un projet là d'élevage des poulets en Afrique. Poulets et des porcs en même temps. J'étais parti dire que j'ai envie de lancer un projet immobilier là, j'ai 2 immeubles là, j'ai les terrains, il faut venir m'aider à construire. Si j'avais dit que je veux ouvrir des boutiques ou je suis convaincu que parmi les 180 000 là, il y aurait beaucoup d'Africains qui m'auraient dit ok, j'ai envie de mettre de l'argent avec toi. Mais comme je parlais d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de deep learning, de spatial, eh bien, ils se disent bon, c'est pas nos sujets. Et pourtant, ce sont nos sujets. En fait, il y a un terme là que tu exprimes, et c'est moi ce que j'allais te dire. C'est pas nos sujets en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens en Afrique qui se projettent sur ces sujets-là aujourd'hui. Déjà, même seulement se projeter sur le développement des sites web, il n'y a pas 15 000 personnes. Développement d'applications, il n'y a pas 30 000 personnes. Tu vois la différence des sites web et applications, déjà on est en train de monter d'échelle. Et quand tu montes d'échelle, plus tu montes d'échelle, voilà. Après tu rajoutes data science dessus, après tu rajoutes IA, après tu... Quand tu rajoutes IA, tu vois, c'est totalement. Après tu rajoutes défense, après tu... Et on te dit, moi je ne pas d'abord. Je rajoute encore ma niche défense là-dedans encore. Voilà. Tu vois, plus tu montes d'échelle, plus tu, j'en ai dit, c'est comme un tunnel de vente en fait, dans l'autre sens en fait, quoi. Le tamis se fait assez vite en fait, quoi, tu vois. Les gens vont regarder ce que tu dis, ils vont être intéressés par ce que tu dis, mais souvent ils vont pas comprendre aussi ce que tu dis en fait. À la limite, ils vont te dire, mais piratage maritime, des choses comme ça, moi... Mais tu sais ce qui est... Oui et non. Ouais. Je vais te dire, oui et non. Ouais. Oui et non. C'est là que je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Parce que c'est bizarre que quand soit moi, ils ne comprennent pas, mais quand c'est une boîte américaine, ils comprennent et ils vont acheter des parts. Parce que tu serais surpris. Il y a des... Je ne vais pas citer ces boîtes-là, mais bon. J'ai des concurrents qui sont des startups américaines. Des boîtes américaines, etc. Et il y en a pas mal où tu as des gens dans les diasporas africaines en Europe qui achètent des parts. Les Africains dans la diaspora achètent des parts chez Google. Ils achètent des parts chez Apple. Ils achètent des parts chez Amazon. Et ces boîtes-là aujourd'hui, c'est quoi leur priorité?
Ben, C'est quoi leur sujet? après, si tu veux, juste sur ces boîtes-là, moi j'appelle ça que je veux dire, des pas non risqués en fait, quoi. Non, là, je t'ai pris juste les exemples les plus faciles. Oui, bien sûr. Là, c'est tout facile. Mais le gars qui a pris la première part chez Faraday, par exemple, là, il fallait qu'il ait compris le métier d'abord pour venir chez toi dire, moi, je vais prendre ma première part chez toi. Oui et non, parce que quand ils prennent des parts justement dans d'autres boîtes à Paris qui font de l'IA, parce qu'ils les ont vus à côté de Macron, ça les dérange pas des masses. Donc, ils ne comprennent rien du tout. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ont vu cet entrepreneur français là à côté du président Macron et on a dit qu'il y a la possibilité d'acheter des parts, ils achètent. Donc, du coup, il ne faut pas que subitement, quand c'est l'Afrique, on dit, ah, mais non, j'ai trop envie de comprendre le deep learning, mais là-bas, donc, il n'y avait pas besoin de comprendre. Donc, non, il faut avoir le recul, l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il y a beaucoup de complexes. Quand c'est un Africain qui parle de ces sujets, comme par hasard, on trouve ça un peu loin, complet, mais non, quand ce sont nos sujets. Vu que si la défense nationale de ton pays, si l'éducation dans ton pays, la sécurité agricole dans ton pays, si ça, c'est pas ton sujet, qu'est-ce qui est ton sujet? La cybersécurité de ton pays n'est pas ton sujet, qu'est-ce qui est ton sujet? Ah ben, ce que tu dis là, tu prêches un très très gros convaincu. Moi, par exemple, de voir par exemple que la gestion des pièces d'identité, par exemple, au Cameroun, par exemple, c'est pas des Camerounais qui sont derrière sur un logiciel aussi simple que ça à faire. Je mets bien le mot simple dessus. J'insiste pour le moment de simple de ça. Moi, ça me frustre beaucoup, quoi. Écoute. Même si c'est pas un Camerounais local, même des Camerounais à l'étranger qui ont la connaissance et la compétence pour développer un sujet aussi simple que ça, avec des compétences, des notions de sécurité derrière à gérer. Pour moi, c'est là où je dis, est-ce que l'État a son rôle à jouer ou pas du tout? Ou on peut sauter l'État et faire des choses sans eux? Alors, sur les sujets comme la cybersécurité, la santé numérique, la digitalisation nationale, allez, en réalité, tu ne peux pas faire sans l'État. D'accord. En réalité. En réalité, je vais m'aller plus loin. Je vais pas te dire dans quel pays. Il y a un pays où j'avais rencontré une ministre de l'Éducation qui m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Encore, j'ai plein d'anecdotes, tu vois. Et du coup, la dame, on travaillait sur des plateformes éducatives à l'époque. Et on la rencontre. Et on lui explique, voilà, il y a une plateforme éducative qu'on a mis sur pied, qui a formé tel nombre de milliers d'enfants déjà, etc., etc. Et la dame me dit, vous savez, si moi je n'ai pas vu votre plateforme là, c'est qu'elle n'existe pas. Tu vois. Vous avez pas communiqué dessus, c'est ça? C'était précis, carré. Si je ne sais pas que votre plateforme existe, elle n'existe pas. Point. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. C'est ton problème. Elle a été très claire avec toi. Et du coup, il faut réaliser que, par exemple, sur les sujets de santé, par exemple, tu vas voir plein de startups se lancent dans comment faire pour que la santé soit digitalisée, etc., etc. Quand tu le fais à un niveau de centaines de personnes, milliers de personnes, ok, mais quand tu vas vouloir le faire à l'échelle, tu vas toucher à la réalité de la santé des citoyens et donc c'est la responsabilité de l'État. Ouais. Quand tu vas toucher à l'éducation des gens, ok, quand tu as formé ici, mais quand tu vas vouloir le faire à l'échelle, tu vas toucher à la responsabilité de l'État. Et tu seras surpris donc que beaucoup de startups appareils qui réussissent, comme par hasard, ont de l'argent de BPI. C'est pas un détail. On passe là comme si c'était un détail. Mais BPI, c'est quoi? BPI, c'est l'État français, mon ami. C'est pas un détail. C'est pas un détail. Ce n'est absolument pas un détail. En fait, c'est croire que c'est un détail qui est naïf. Ce n'est pas un détail. Oui, une bonne partie de l'écosystème de start-up en France est biberonné. C'est vraiment le mot biberonné à l'argent public. Mais que ce soit en France ou partout, même dans les gros pays, dans les pays américains. Partout dans les grands pays, dans toutes les grandes puissances occidentales, ne rêvez pas. Quand on te dit Tesla, SpaceX, ne rêve pas à croire que c'est une histoire personnelle. Non, c'est parce que l'État, à un moment donné, estime que soutenir une boîte comme Tesla, par exemple, c'est un enjeu de souveraineté des États-Unis sur la thématique des énergies renouvelables et des véhicules qui utilisent des énergies non fossiles. Ils estiment à un moment donné que d'une manière ou d'une autre, soutenir une entreprise comme SpaceX, c'est renforcer la présence américaine sur le terrain de la conquête spatiale. Et donc, on lui met des facilités fiscales par-ci, facilités fiscales par-là. On t'exonère d'impôts ici. On te donne accès à des labos de recherche par-là. On crée des programmes. On te donne même des contrats. Quand je te dis la commande publique, donc du coup, l'État dit, je ne vais même pas investir dans ta boîte. Je ne vais pas actionner ta boîte, mais je vais te passer une commande. C'est ça, ouais.
Je vais te commander un service, une étude dans ton domaine. Et au fond, c'est une manière indirecte et subtile de te mettre de l'argent à disposition pour financer ta R&D. En France, tu as le crédit impôt recherche. Ce n'est que ça. Ça existe. Le crédit impôt recherche est là en France pour que si tu fais de la recherche et de l'innovation, que l'entrepreneur n'ait pas de stress avec ça. C'est aussi un moyen de se protéger aussi, parce que si on maîtrise ce qu'on met sur notre marché à nous, en tant qu'État, on se protège de l'étranger en fait, quoi. Totalement. Il y a la question de souveraineté nationale qui s'impose. De la même manière que tous les États dans le monde doivent être souverains. Tous. Il n'y a pas un État dans le monde qui s'en fout de sa souveraineté. Sauf chez nous. Sauf en Afrique. Il n'y a qu'en Afrique que la notion de souveraineté est galvaudée avec une facilité déconcertante. Bah, après, maintenant, c'est là où je te demande, est-ce qu'on s'aligne derrière, on se plaint parce que l'État ne fait pas des choses, ou alors comment on arrive à faire des choses pour inciter peut-être l'État à voir ce qui peut être fait derrière, quoi. Bah, il faut entreprendre, il faut faire des choses, il ne faut pas se désespérer, mais il y a aussi des moments où des gens qui ont fait le choix j'ai envie de dire, de faire juste le strict, je n'ai pas dit minimum, mais par exemple, je travaille avec des États africains, mais j'ai arrêté de chercher comment dire ça, à les convaincre de changer. D'accord. J'ai arrêté de mettre mon énergie là-dessus. Je mets mon énergie aujourd'hui sur faire des factures, vendre mes services, point à la ligne. Encaisser mon argent. Point à la ligne. Et par contre, en Occident, je suis beaucoup plus épanoui, et j'arrive à utiliser justement ce que j'ai dans la tête parce que c'est respecté, parce que c'est utilisé. C'est-à-dire tout ce que je sais faire, c'est pas faute d'avoir voulu l'utiliser en Afrique en fait. Dis-toi qu'en Afrique, si tu veux que je sois très franc avec toi, j'utilisais peut-être 10% de ce que je peux faire. Mais 10% c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas le marché pour ça? C'est parce qu'il n'y a pas la législation pour ça? C'est pourquoi? Auto le contexte. Mais quand je m'auto-évalue moi-même par rapport à ce que je suis capable de faire, en Afrique, j'utilisais 10% de mes capacités. Et en Europe, j'utilise 5-6 fois plus. Et même en Europe, tiens-toi bien, c'est beaucoup moins que quand je suis allé aux États-Unis. Aux États-Unis, j'utilise encore plus. En fait, l'Europe aussi a ses revers. L'Europe est lente. L'Europe valorise l'IA, mais l'Europe, c'est lent. Et donc, même sur ces sujets de souveraineté, il y a une problématique de souveraineté entre l'Europe et les États-Unis, où en Europe, on se plaint que les solutions américaines sont trop utilisées. Par exemple, il y a des administrations publiques en France où tu n'as pas le droit d'utiliser Office 365 parce qu'il y a une loi qui s'appelle le Patriot Act qui permet de pomper ces données-là. Donc aujourd'hui, la souveraineté même européenne est menacée par ces enjeux de compétitivité. Et donc l'entrepreneur que je suis aujourd'hui se dit, je mets mon intelligence au service de gens qui la respectent à sa juste valeur. Là, tu parles. Je suis plus épanoui comme ça. Ouais. En fait, l'épanouissement dont tu parles là, je me dis aussi que il y a une sorte de ruissellement de l'épanouissement entre les États-Unis qui sont plus ouverts pour essayer des choses comme on disait dès le départ, s'arrêter si ça marche pas. Les Européens qui sont plus en train de mettre de la régulation. La régulation, ils sont plus dans une logique de rente, de faire des textes de loi, et à un moment donné, tu perds ton temps parce que ils sont là à blablater alors qu'il faut innover. Et l'Afrique derrière qui regarde encore tout ça en disant quand on a besoin, on va l'acheter. L'Afrique n'est même pas dans le match. C'est vraiment ça. C'est comme si on est dans un monde où il y a un classico qui est en train de se jouer. Ouais. Tout le monde est au stade. Les Africains, ce qui est frustrant, ce n'est même pas qu'ils sont en train de regarder le match, c'est qu'ils sont hors du stade. Ils ne sont même pas dans le stade pour voir qui joue. C'est ça, ils ne sont même pas dans le stade pour voir qui joue. C'est ça, ils ne sont même pas dans le stade. C'est-à-dire, ils parlent du match. S'ils parlaient même du match, ce serait même bien. Ils ne parlent même pas du match. Ils sont en train de danser devant le stade. Voilà. Ils sont pas au courant qu'il y a un match en fait qui se joue derrière. Ils sont pas au courant qu'il y a un match. Et ils sont en train d'organiser les concerts devant le stade et de débattre sur qui a dit quoi de qui. Des histoires d'un niveau tellement trivial que c'est ridicule. Ouais. Après, j'aime dire que c'est ce ruissellement là qui fait, comme tu dis là, l'Afrique n'est même pas encore rentrée dans le
n'est pas encore prêt à recevoir le reste du ruissellement. J'appelle ça le reste parce que la législation n'est pas encore mise en place, les initiatives ne sont pas poussées, il n'y a rien. Et encore, on parle des villes, des grosses villes, parce que quand tu rentres encore dans l'arrière-pays, on n'en parle même plus du coup ça devient encore plus compliqué en fait, quoi. Juste sur toi là, je sais que tu es Forbes 30 Under 30, c'est ça si je ne me trompe pas? C'est ça. Ça t'apporte quoi ça, d'être Forbes 30 Under 30? Je peux te garantir que ça a changé ma vie. Vas-y. Ça t'ouvre des portes. J'aime souvent expliquer aux gens, c'est bien que tu parles de ça. Il y a 2 choses qui ont changé ma vie en 24 heures. La première, c'est un article de Jeune Afrique. D'accord. Je peux te garantir que quand Jeune Afrique fait un portrait sur toi, j'ai vu ma vie avant et après cet article. C'est vrai que Jeune Afrique, c'est pas n'importe qui dans le monde journalistique et dans le monde de la presse et de la communication. 24 heures après, je n'ai jamais eu autant de messages d'ailleurs, mes investisseurs, d'entreprises, de partenaires, de gens qui m'ont cherché, mais aux 4 coins du monde. Donc ça, c'était le premier pas que j'ai franchi, ça a été grâce à cet article-là. Tu parles de ton drone, c'est ça, dès le départ? De moi, oui, quand j'avais 23 ans. Ouais. Honnêtement, je n'avais même pas encore de drone, je n'avais rien. J'avais juste mon PowerPoint et mon idée de faire une boîte de drone. Je n'avais rien. Ah, d'accord. Et ils ont justement parlé de mon parcours académique plutôt et de ce que j'avais l'ambition de faire. Et parce qu'ils en ont parlé, ça m'a permis d'attirer énormément de monde. Donc ça, c'était la première chose. Le deuxième palier, ça a été le prix Forbes. Parce que quand tu gagnes le prix Forbes, autant, je vais te prendre un exemple. Suppose, je suis à Monaco. Ouais. Quand on me présente aux gens, par exemple, les gens qui m'ont invité, tu sais comment ils me présentent? Ils me présentent pas en disant c'est quelqu'un qui fait des drones, il a eu un article. Ils disent ah mais lui c'est un entrepreneur, tu sais, il est dans Forbes, etc. Je te promets que ça change totalement la conversation. Ouais. La conversation n'a plus rien à voir. Parce que la marque Forbes est suffisamment forte pour que sur les 5 continents où tu vas, même si quelqu'un ne sait pas exactement ce que tu fais, même s'il ne comprend même pas exactement dans quel domaine tu es, il associe cette marque-là à un niveau d'excellence élevé et il se dit si tu as eu ce prix, ça signifie que dans le domaine dans lequel tu exerces, tu es un des meilleurs de toutes les façons. Et ça t'ouvre des portes pour signer des contrats, des deals, des choses comme ça facilement. Totalement. Ça ouvre des portes. Totalement. Ça ouvre des portes. Il y a des gens qui vont t'écrire spontanément et ils te le disent d'ailleurs quand ils t'écrivent. Bonjour, monsieur, je viens de voir un article sur vous. J'ai vu une notification. Totalement. Et d'ailleurs, même, plein de gens que je rêvais de rencontrer. J'ai même des situations encore plus cocasses. Des gens à qui j'avais déjà écrit, qui ne m'avaient pas répondu, mais me réécrivent après. Y compris des médias d'ailleurs. Bon, je vais pas parler d'eux, mais bon, bref, je vais pas parler d'eux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça t'ouvre énormément de portes, ça t'ouvre énormément d'opportunités. Il y a plein de voyages que j'ai fait dans ma vie. Par exemple, pour te donner une anecdote encore, Microsoft, pour la petite histoire. J'ai une histoire avec Microsoft très intéressante. Moi, quand je suis un petit geek, donc comme tous les petits geeks dans le monde, j'ai rêvé un jour de travailler chez Google, chez Microsoft, voilà. Ouais. Et j'ai postulé et on m'a dit non. Ils m'ont refusé au moins 1000 fois. Donc je crois que dans leur logiciel RH, je crois qu'il y a mon nom peut-être qui est dans les spams là quelque part. Et donc, je rentre au Cameroun et 1 an après, quand j'ai commencé à avoir justement les premiers prix, les premières marques de reconnaissance médiatique, ils m'invitent pour parler à Paris d'innovation technologique à ses managers. Ah ouais? Microsoft. Ouais. Microsoft. Ah ouais, carrément. Je peux te garantir que la première fois que j'ai voyagé en première classe de ma vie, c'est eux qui m'ont payé. Ouais. Donc merci Microsoft. Moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais entrer en première classe, m'avait payé un billet d'avion. Donc, du coup, je leur ai dit quand je suis arrivé à l'événement que c'est très drôle que vous m'invitiez. J'ai attendu, tu vois, j'ai rangé ça dans mon cœur, j'ai attendu d'être dans la salle. Vous leur ai dit, c'est très intéressant que vous m'ayez invité. Parce qu'il y a 1 an, tout le monde estimait dans cette boîte que je n'étais pas assez compétent pour être employé. Donc, c'est bien qu'on me refasse venir pour partager mes compétences. Mais ça en dit long. Ça veut dire que la médiatisation et la façon dont tu gères ton image, pour un entrepreneur, c'est une arme tranchante.
Ouais. Je crois d'ailleurs que c'est une des grosses différences entre moi peut-être et d'autres entrepreneurs tech parce que je suis très méticuleux sur ma communication. Ouais. Extrêmement. Ma communication, elle est totalement pensée. Je peux te garantir qu'il n'y a aucune fois où toi tu m'as vu où je n'ai pas pensé ça, voulu ça et ça a été réfléchi. Là, tu me parles des coulisses. Là. Du coup, là, moi, par exemple, là, qui suis venu te voir pour le podcast, là, qu'est-ce que tu t'es dit en acceptant mon invitation, par exemple? Ah, beaucoup de choses. Vas-y. Là, tu vas entrer dans la stratégie de William Melon. Mais c'est ça que je veux bien. Ça inspire d'autres personnes. C'est pour ça aussi qu'on est ensemble. Ok, je vais t'expliquer. Quand même. Alors, pour plusieurs raisons, j'accepte. D'accord. La première, c'est que ta chaîne est encore en phase de croissance. Ouais. Tu viens de la créer. Mais bien sûr. Et je veux que les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas encore moi ou qui sont encore moi derrière, je veux qu'ils se disent que quand je vais dépasser, parce que moi c'est tout ce que je leur souhaite, quand je vais faire plus que William Melon, bah, je vais toujours garder les pieds sur terre et ne jamais prendre les gens de haut. C'est ma façon de leur passer ce message. C'est ma façon à moi de leur passer ce message-là. Deuxièmement, c'est ma façon de prêcher par l'exemple. De dire, autant moi, quand j'ai commencé, j'avais la rage de tous ceux qui, parce qu'ils estimaient que j'étais trop petit, ne me répondaient pas, ne m'ouvraient pas la porte. Je me fais l'obligation, à chaque fois, de faire exactement l'inverse et d'être toujours réceptif. Et je vais même te dire, je suis même encore plus réceptif. En réalité, un étudiant à soi a beaucoup plus de chances d'avoir ma réponse s'il m'écrit par mail qu'un cadre chez Capgemini ou chez McKinsey qui m'écrit. Beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Je réponds beaucoup plus facilement aux étudiants qu'à tous les cadres parce que j'en ai plein qui... J'ai beaucoup plus de... Je m'applique même, c'est-à-dire ce gars-là, j'estime presque que je suis son employé. Je ne sais pas comment te dire ça. J'estime que mon existence n'a de sens que si j'arrive à impacter ces jeunes-là. Tu vois? Et donc, j'essaye du mieux que je peux de lui montrer dans ma façon de lui répondre, dans ma façon d'être présent, dans ma façon d'être réactif, que je lui donne tout le respect qui lui est dû pour que lui, demain, il donne le même niveau de respect aux autres. Et qu'ils ne se disent pas, attendez, le jour, moi, quand j'aurai 10 millions d'abonnés, là, mais attendez, celui qui va encore me parler ici, là. Tu vois? Oui, c'est ça. Ouais. Bah, après, ce que tu dis, c'est pas faux. Il y a beaucoup de gens à qui, quand on écrit, ils ne répondent pas. Moi, perso, je mets toujours un point d'honneur à répondre à tout le monde, en fait, qui m'écrit. Moi, j'ai jamais on appelle ça de notification de messages non répondus. Que ce soit dans mes mails, dans mon téléphone ou que ce soit sur LinkedIn. Je mets toujours, même si ce n'est que le like. Je te le mets d'abord quand même pour te dire au moins j'ai vu. Et puis j'essaie quand même de répondre quasiment à tout le monde. Et ce que tu dis là, c'est très très important aussi d'avoir cette vision des choses là, parce qu'au final, à toi, ça ne t'enlève rien. Et au contraire, ça apporte même plus de choses à d'autres personnes qui savent se projeter dans ce qu'ils peuvent faire. Totalement. D'autres personnes aussi, l'autre avantage pour moi, c'est que ça me permet de toucher une autre audience. Bien sûr. Parce que il y a des jeunes, et en fait, ton audience est très technico-technique. C'est ça. Et du coup, cette audience-là a besoin d'entendre parler de business. Et je sais que la probabilité qu'ils entendent ce discours business en dehors de moi est assez faible. Parce que quelqu'un d'autre va venir. Si vous êtes entre deux passionnés de technique, vous allez plonger dans les sujets. Tu vois ce que je veux dire? On va dérouler Java du début jusqu'à la fin. On va dérouler Python du début jusqu'à la fin. Et puis on va partir. Voilà. Et je sais qu'il faut que je suis assez, c'est-à-dire dans son esprit, je suis suffisamment haut techniquement pour qu'il sache que j'ai plus rien à lui prouver. Ouais. Et donc, je peux lui parler de business et qu'il comprenne que, hey, ok, effectivement, j'avais pas pensé à ces aspects communication, marketing, lobbying, relationnel dont William vient parler. Et donc, c'est comme si je viens lui donner une sorte de mini-formation business en parlant à travers toi, en fait. Bien sûr. Donc, pour moi, tu es un vecteur vers ces jeunes-là que je veux toucher, qui je sais ne sont pas allés écouter l'interview sur Jeune Afrique, ne sont pas allés écouter l'interview sur RFI, parce que j'ai un peu parlé d'économie, c'était pas le cœur de sujet, ça pas, mais du coup, c'est ça le but, voilà, c'est aussi toucher cette audience-là. De toutes les manières, moi je te remercie beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté d'être là avec moi. Et donc, comme on parle de business là,
Moi, j'ai une question qui me... Je pense que c'est celle que beaucoup de gens se posent aussi. J'ai mon idée de business, là, peu importe ce que je vais faire. Quel est le framework que tu mets en place ou que tu me conseilles, ou bien les étapes, j'appelle ça aussi des étapes, grosso modo, pour avoir mon premier client qui me donne de l'argent ou bien me passe une commande? Alors, il y a plein de choses à faire. Non, mais moi, je veux le truc le plus simple, le plus... Comment dire ça? Simple. Le plus... Vraiment, le truc que je prends comme ça, je fais la checklist, là, 1, 2, 3, 4 à la fin. Il y a beaucoup de chances que ça marche. Totalement. Il y a une méthode que j'applique. Par exemple, je vais dans des nouveaux pays. Ouais. Donc, du coup, moi, j'ai déjà une checklist de choses que je fais, d'actions très précises que je fais et qui marchent à tous les coups. Ouais. Ça, je peux te le dire. Voilà. Mais c'est pas une formule. Mais en tout cas, je te dis que pour moi, en tout cas, ça marche à tous les coups. Ça marche comme ça. Voilà. Donc, j'arrive par exemple, là, je suis allé à New York, concrètement. Je ne connais, j'ai pas, solo. Voilà. Pas de famille, j'ai pas d'amis aux États-Unis. Voilà. Donc, j'arrive dans une ville que je connais pas. D'accord. Il y a les choses que je fais. Je vais sur Eventbrite. Je cherche tous les événements qui parlent de tech. D'accord. Et je vais aux événements des autres. Étape 1. Étape 2, je me débrouille à devenir intervenant, speaker à des événements pour pitcher mes services ou ce que je suis. D'accord. Parce que ça me met en position. Aller aux événements, c'est déjà bien. Ça te fait être dans la masse des gens qui sont assis et à la fin, il y a un networking, vous parlez. C'est bien, mais c'est le niveau 1. D'accord. Le vrai objectif, c'est le niveau 2. C'est d'être le gars qui est sur l'estrade. Ouais. Et qui parle. Parce qu'un truc très intéressant se passe quand c'est toi qui es sur l'estrade, quand l'événement finit, tout le monde vient vers toi. Vient vers toi pour compléter les questions qu'on n'avait pas, auxquelles tu n'as pas répondu, effectivement. Exactement. Et c'est à toi, dans ce que tu as dit de manière subtile, à glisser les messages subliminaux sur le fait que tu offres des services et que tu es capable d'adresser du business. Tout en adressant le sujet pour lequel on t'a invité. Parenthèse sur ce que tu dis là, moi je vois ça aussi beaucoup avec YouTube. Quand je publie du contenu sur, par exemple, du Java, par exemple, ou je sais pas, n'importe quoi là, tu as du monde qui revient maintenant pour approfondir les sujets avec toi. Et c'est là maintenant que tu arrives maintenant effectivement comment on dit ça, à pitcher ton offre en fait, quoi, et ton produit. Ouais. Totalement. Donc, partager de la connaissance. Mais pour moi, ça, c'est la première des choses. Se positionner d'une manière ou d'une autre à partager de la connaissance, soit dans les événements, soit aller dans des écoles. Donc, la connaissance que tu as, trouve le moyen de la partager à des gens. D'une manière ou d'une autre. Même gratuitement. Il y a plein d'associations. Et c'est ça, les gens... Par exemple, il y a des associations. J'ai rejoint des assos où je suis venu comme bénévole pour donner des trainings sur le développement web. Pour juste imprégné dans la tête de gens que je ne connaissais pas que j'ai cette compétence-là et au final qui finissent par te recommander à d'autres personnes. C'est ça. Donc ça, c'est la première des choses. Partage de connaissances. Deuxième des choses, le marketing. Organiser des événements. Organise au moins un meet-up, un atelier, appelle ça comme tu veux. Organise un truc où il y a toi qui parles et des gens qui t'écoutent. Voilà. Ça marche. Troisièmement, faire un dossier de presse. Moi, chacun fait ce qu'il veut, mais la com, c'est une arme de destruction massive. J'aime souvent dire ça. C'est-à-dire que si ta com, elle est bien faite, tu t'es bien vendu, tu as fait ton shooting photo professionnel, tu as ton site internet qui est joli, tu as un ou deux, et pour avoir dans les interviews, pour commencer la question, on se dit, mais attends, comment est-ce que tu fais pour attirer la grosse attention médiatique? C'est en produisant des articles. Ouais. Par exemple, moi, j'ai beaucoup d'articles que j'ai écrits sur plein de sujets technologiques. Écrire, parce que ton référencement sur la thématique que tu abordes devient vital. Par exemple, là, aujourd'hui, on en parle comme si de rien n'était. Mais je peux te garantir que pendant peut-être 2-3 ans, je crois que j'étais j'étais la personne qui tweetait le plus dans toute l'Afrique francophone sur le sujet drone. Ah ouais? Clairement. Ah ouais? Clairement. Je parlais de drone matin, midi et soir. J'ai fait plus de 100 000 tweets et je crois que, je sais pas, il y a un bon ratio là qui est que sur le sujet drone. Et énormément, mes plus grosses interviews, je les ai obtenues par les réseaux sociaux. Parce que ça ne surprend pas beaucoup ce que tu dis. Plus tu communiques, plus tu auras de la visibilité. Il y a des gens qui vont venir. Regarde mon LinkedIn. Je crois que je suis aujourd'hui par 21 000 personnes. Ouais. Quand je partage une actualité, c'est toujours avec une stratégie business derrière. J'ai un objectif commercial, j'ai un plan. Et je partage pas pour le fun. Comment dire ça? Non, pas du tout. Oui, je sais quels mots j'utilise, je sais comment je les utilise. Et donc, utiliser les réseaux sociaux parce que c'est gratuit. Donc, au moins, tu n'as pas d'argent, au moins, ça, tu peux t'en servir.
et produire de la connaissance. Plus tu vas produire de la connaissance, les clients vont venir vers toi de manière organique, en fait. Honnêtement. Honnêtement. Pour moi, c'est ça les actions de base à mener. Et ça, c'est... Aujourd'hui. Et toi qui es dans j'appelle un peu une niche quand même, le secteur de la défense, c'est pas le café du coin non plus. Tu arrives à avoir des clients qui viennent vers toi comme ça sur LinkedIn par exemple, sans... Bah oui, sur LinkedIn, tu as beaucoup de conseillers des ministères, des choses comme ça. Tu as beaucoup de ministères, hein, beaucoup. Ouais, ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, au-delà de la niche défense, c'est pas que ça que je fais, ça c'est juste une de mes prestations. Du coup, par exemple, sur les sujets de cyber, de développement, les sujets d'agence digitale classique, il y a plein de gens qui viennent me contacter justement comme ça, par LinkedIn, et on adresse ces besoins-là, sans compliquer. On a tous les sujets civils, en fait, les gens me contactent par les réseaux. Ah, d'accord. Du coup, là, moi, j'ai dit, j'ai le framework que tu nous donnes là qui dit en gros, essayez cette checklist là. Normalement, moi, ça marche pour moi. Si vous la faites surtout bien, il faut la faire surtout bien aussi, quoi, parce que il faut la faire aussi, la faire bien, quoi. Parce que avoir une recette, c'est bien. L'exécuter, c'est encore une autre chose, encore, quoi. Il faut réussir à mettre. Et surtout, il faut pas se décourager sur la route quand ça marche pas la première fois, tout simplement. C'est ça. Il faut repartir, recommencer, en fait, quoi. C'est ça. Et sur la partie image, vraiment, en fait, travailler son image. Par exemple, tu vois, on me vannait, je me rappelle, mes équipes me taquinaient souvent au Cameroun. Ils disaient que je dois être le seul geek qui est en costume tout le temps. Je n'en trouvais plus en costume tout le temps. Parce que si tu regardes si tu tapes mon nom sur Google, tu remarqueras que tu n'as quasiment aucune photo de moi sans costume. Ouais. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est sûr. C'est pas un hasard. C'est une stratégie de communication, effectivement, tu as bien raison. Ce n'est absolument pas un hasard. Est-ce que tu penses vraiment que tu peux être un jeune, tu as moins de 25 ans, tu parles des enjeux de défense nationale et tu débarques en basket et en t-shirt et on te prend au sérieux? C'est sûr que non. C'est sûr qu'on parle tout à l'heure des secteurs de niche en fait, quand tu n'as pas dit dans des secteurs comme ça. Même sans le secteur de niche là, tu dis que tu as envie de vendre un site internet à un ministère. Tu fais ta facture 35 millions et tu pars avec ta petite chemise, tes chaussures, tranquillement et ton sac à dos. Est-ce qu'en ton âme et conscience, tu crois vraiment qu'on va te payer? Est-ce que tu y crois? Tu es en train de toucher un point là je me remets ça quand je vois en face. Je pense que mon premier jean, j'ai dû le porter quand j'allais à la fac. Mon premier jean, je pense que j'ai dû le mettre quand j'allais à la fac, quoi. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai même encore des jeans, mais après, moi j'ai toujours été dans les pantalons repassés, cintrés. Le trait, comme on disait souvent sur le pantalon, il faut que le trait soit bien propre et bien fait. Ça se voit, quoi. C'est après, après, quand je suis entré à la fac, que ça a tout changé, ces choses-là. Non, mais ce que tu dis là, l'image est très très importante sur ce qu'on fait en fait, quoi. C'est même pire que ça. Ce n'est même que ça qui est important pour beaucoup d'interlocuteurs. C'est malheureux, hein. C'est malheureux et c'est même frustrant. Parce que moi, je déteste les costumes, pour la petite histoire. En tout cas, tu les portes bien, non, ça va. Non, mais tu vois, c'est paradoxal. J'aime pas les costumes, mais je suis tout le temps en costume. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y a une distinction entre ce que j'aime et ce qui est nécessaire. C'est ça, tu as bien raison sur ce point, effectivement. Tu vois, c'est pas, ne pense pas que je suis un passionné de costard. Moi, ça ne m'intéresse même pas pour 30 secondes. Mais, étant donné que je sais que dans la perception de mes interlocuteurs, ça me positionne à un niveau de business important, eh bien, je m'aligne à cette perception-là. Non, mais ce que tu dis, c'est un élément, effectivement. Comment on dit ça? L'image qu'on renvoie aux autres est très importante, en fait, tout simplement. Ouais. Et ça t'ouvre aussi des portes, en fait, et ça te permet de te positionner, effectivement. Extrêmement importante. Extrêmement importante. Dis-moi, aujourd'hui, tu as combien d'entreprises, alors? Un certain nombre. Un certain nombre. Parce que moi, je vais m'emboîter derrière sur un autre sujet qui est comment tu gères ton temps au milieu de tout ça et comment tu vas suivre tout ça. Parce qu'une seule, déjà, c'est pas facile. C'est pareil. Et maintenant, il faut réussir à avoir un certain nombre et les faire vivre et les faire, grosso modo, faire des bénéfices, quoi. Oui, chaque entreprise vit sa petite vie. Je les gère comme des enfants. Tu vois, comme quelqu'un qui a 8 enfants au village, nos grands-pères, les 15 enfants, les 20 enfants. Donc, j'estime que jusque-là, ils sont encore dans les stades généraux. Dans les stades généraux. C'est comme mes enfants. J'ai les enfants qui sont un peu plus éveillés que les autres. J'ai les enfants turbulents. J'ai les enfants. C'est vrai mes bébés. C'est vrai mes bébés. Mes boîtes, j'ai un rapport très. Pour moi, c'est fusionnel avec.
moi j'entreprends par passion. Moi, je suis pas, c'est vraiment dans ma nature, dans mon ADN. Mes boîtes, c'est mes bébés. Je sais que, ok, sur telle boîte-là, bon, les problèmes que j'ai souvent, c'est les histoires de facturation, les histoires de... Je sais que sur telle boîte, les problèmes que j'ai souvent, c'est plutôt la façon dont on comprend ces services. J'ai des brochures différentes, j'ai des sites différents. J'ai... Franchement, je gère ça assez facilement, honnêtement. Et c'est une illusion que les gens ont que ça prend trop de temps, etc. En réalité, pas des masses. Pas des masses. Gérer une entreprise au Cameroun, par exemple, à partir du moment où tu l'as déjà immatriculée, franchement, tu as une procédure à faire tous les mois, c'est le truc de, comment on appelle ça? La non, il y a un truc pour les impôts là, la non-redevance. Non, je vois, c'est ça. Ouais. La non-redevance fiscale. Honnêtement, si tu es une entreprise au Cameroun, la seule procédure en réalité que tu es obligé de faire tous les mois, c'est ça. En fait, tu sais, moi, je suis une entreprise, la partie administrative n'est pas la partie qui me ferait le plus, grosso modo. Oui, même dans l'expérience pratico-pratique, la gestion du quotidien, en fait, c'est juste, pour moi, c'est plutôt des opportunités différentes. Parce que je sais que lorsque je parle, par exemple, en tant que Will Brothers, je parle de consulting. Je vais parler en tant que cabinet de conseil sur l'Afrique, je vais parler de lobbying, etc. Il y a des gens, par exemple, la plupart des gens, des gens comme toi, ne connaissent quasiment pas ou peu, alors que c'est écrit sur mon LinkedIn, mais cette activité conseil en strat qui est... Et pourtant, tous ceux qui me connaissent dans mon environnement peut-être académique, avec qui j'ai étudié, ne connaissent que ça, connaissent sur ça, parce que c'est comme ça qu'ils m'ont vu entreprendre. Et typiquement, les gens oublient de mon entreprise, son nom c'est Will Brothers Consulting. C'est pas un détail, c'est pas là pour faire la déco, c'est vraiment l'activité de la boîte. Derrière, tu as Algo Drone qui est sur les drones. Tu vas avoir Faraday qui va te pousser la cage de Faraday, la protection, du coup la cyber. Tu vois, chaque entité vit sa vie, a ses cibles, a ses interlocuteurs. Et donc moi, par exemple, avec les médias, je vais jauger selon, par exemple, sur une interview, je vais estimer selon ce que j'ai envie de mettre en avant à un moment ou un autre, que, ok, bon, là maintenant, il y a peut-être, je vais te prendre un exemple, par exemple, là, je suis peut-être aux États-Unis, la thématique qui a du sens ici, c'est pas les drones. Parce que je sais pas donc le sujet que je dois mettre en avant en ce moment, c'est Faraday. D'accord. Donc je vais plutôt pousser sur l'IA, parce que là, ils ont un enjeu d'IA, et je vais parler peut-être d'IA de souveraineté et d'open source, tu vois. Je vais switcher comme ça. Si je parle plutôt sur un média sur l'Afrique, je vais peut-être un peu plus parler de l'aspect drone parce que ça correspond à la réalité de l'écosystème. Ainsi de suite. Donc c'est vraiment des ajouts. Tu vois, c'est des arbitrages à faire entre la vie de la boîte et chacune a ses clients, chacune a son compte en banque, chacune vit sa vie. Chacune vit sa vie. Du coup, pour toutes ces entreprises-là, tu as une sorte de holding pour les gérer ou chacune vit sa vie comme tu disais tout à l'heure? Ça dépend. On s'adapte. On s'adapte. On s'adapte. Là, tu disais tout à l'heure qu'il faudrait, par exemple, se former dans une école de commerce si on veut faire une entreprise de 400, 500 personnes pour... voilà. Je ne dis pas que c'est une absolue nécessité, mais parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le bac et qui gèrent des entreprises, des multinationales. Bien sûr. Mais là, je dis juste que, allez, pour monsieur et madame tout le monde, s'il y a autant de gens qui s'inscrivent en école de commerce, c'est pas pour aller jouer au billes, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est bien parce qu'on y apprend des choses et bien parce que c'est utile. Voilà, c'est ça que je dis. Et là, aujourd'hui, là, toi, ton objectif avec toutes tes entreprises aujourd'hui, là, au-delà de l'impact qu'on a entendu depuis le début, là, pour montrer le chemin aux autres, pousser les autres à se lancer, en fait, sur un plan personnel, en fait, c'est quoi ton truc, en fait? Sur un plan personnel... C'est quoi, tu veux être le prochain Elon Musk pour l'Afrique? C'est quoi ton truc? Elon Musk ne m'inspire plus du tout. Pas du tout même. C'est quoi, sa réussite t'inspire pas ou bien sa personne t'inspire pas? C'est différent. Non, je suis inspiré par des gens qui ont justement cette vision d'impact, qui sont animés par autre chose. Et typiquement, allez, si tu veux, en termes financiers, par contre, oui. Oui. Voilà. C'est ce genre de... oublions les personnes. Si on parle juste des chiffres, oui.
Bon, moi, je parle plutôt de la réussite que de la personne, tu vois. Il y a deux choses, en fait. Ce qu'il a réussi à achieve, en fait, ce qu'il a réussi à faire. Totalement. Et par rapport à ce qu'il dit à côté, moi, j'essaie de faire la différence entre les deux. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier les deux non plus, forcément. Il y a une différence, mais l'un n'est pas dissociable de l'autre. C'est sûr que c'est la même personne, effectivement, d'ailleurs. C'est-à-dire que, du coup, je ne peux pas dire que je fais de grand entrepreneuriat et je dis des horreurs sur le côté. Il y a un moment donné, c'est pas compatible. Mais bien sûr. Donc, de mon point de vue, par contre, oui, financièrement, l'objectif, c'est d'atteindre... Quelqu'un qui m'inspire, moi, c'est Bernard Arnault, par contre. Là, c'est des fois. Hein. Bah, bien sûr. Mais financièrement, et même en termes de posture d'entrepreneur, voilà. Je trouve que la posture d'un Bernard Arnault, moi, aujourd'hui, m'inspire beaucoup plus. Elle me correspond, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, quand j'étais plus jeune, je t'aurais répondu comme Gates, tout ça. Aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, il y a même le directeur général de Oracle, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Comment il s'appelait encore celui-là j'oublie son nom. Il est passé milliardaire, du moins le premier milliardaire dans le monde récemment, là son nom m'échappe effectivement. Directeur général de Oracle. Attends, j'oublie son nom, il faut que je retrouve ça. Attends, je vais regarder ça. Lui, il est inspirant par contre. Larry Ellison, c'est ça? Larry Ellison, ouais. La posture dans Larry Ellison, ça m'inspire. Voilà. Si tu veux voir des personnes qui m'inspirent, moi, ça m'inspire. Après, tu as moi j'appelle deux personnalités, je ne sais pas si on doit appeler ça des personnalités en fait. Des gens qui font et qui font pas beaucoup de bruit, ça se parle pour eux tout simplement. Et ceux qui font beaucoup. Non, moi je crois qu'il faut parler. Non, moi je crois qu'il faut faire parler. Il faut faire parler. Moi je parle. Est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs tech plus médiatisés que moi? Bah, après, ta façon de parler, c'est plus, j'appelle ça une communication positive. C'est pas un hurting talk en fait, tu vois. Tu vois, Elon Musk qui parle en fait, c'est pour limite dire vous êtes tous des idiots, venez voir comment on fait en fait. Non, moi c'est pas ça mon état d'esprit. Non. L'idée, mais par contre, il faut parler parce que justement, le problème, c'est que dans l'écosystème technologique africain, tu as énormément de personnes qui sont des grands ingénieurs, des grands chercheurs, qui ont fait des choses incroyables et qui ont cru que parce qu'il a fini d'avoir sa thèse en biochimie, en métaphysique, en physique, et qu'il a créé une nouvelle formule et qu'elle est dans son mémoire, que la Terre entière allait le valoriser. Sauf que ça ne suffit pas. Il faut qu'on en parle, il faut qu'il y ait des articles, il faut que le monde parle de toi, il faut que tu donnes des interviews, il faut qu'on te voie, il faut que tu incarnes quelque chose. Et si tu ne le fais pas, ben, tu n'existes pas. C'est-à-dire, par exemple, moi, tu vois, dans l'histoire, je suis identifié comme le premier fabricant de drones au Cameroun, mais je suis convaincu qu'il y a plein de gens, d'ingénieurs quelque part au Cameroun, qui avaient essayé de faire des drones dans leur coin. Mais l'histoire retient moi. Pourquoi? Parce que médiatisation. Donc, ce n'est pas un détail de croire que il faut se faire voir, il faut se vendre, en fait. Après, c'est une culture qu'il faut aussi avoir quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent te dire, moi, la caméra, la télé, la publicité, c'est pas mon truc. Oui, mais tu vois ce qu'ils font, ils font l'erreur dont je ne fais que te parler depuis le début. C'est ça. Ouais. Ils mélangent ce qu'ils aiment de ce qui est nécessaire. On s'en fout que tu aimes ou que tu n'aimes pas. C'est-à-dire, le sujet, c'est pas est-ce que tu aimes la caméra, est-ce que tu aimes te faire voir, c'est pas ça le sujet. C'est que c'est nécessaire de te faire voir, c'est nécessaire que tu sois devant une caméra, c'est nécessaire que tu donnes cette interview. Maintenant, si tu finis l'interview, après tu rentres chez toi, tu dis j'ai détesté cette interview, il n'y a pas de problème. Fini de parler devant la caméra, tu rentres chez toi, tu dis vraiment je déteste toujours être là, devoir parler devant les gens, il n'y a pas de problème. Mais distingue ce que tu aimes de ce qu'il faut faire. C'est tout. Il y a plein d'événements où tu pars, tu n'aimes pas l'événement. Peut-être qu'il y en a un, bref, tu vas à un événement, tu n'aimes pas l'événement, tu n'aimes pas tout ce que tu as vécu, mais tu finis et tu dis merci beaucoup, cet événement était super, j'étais très heureux d'être avec vous, parce que c'est ce qui est nécessaire. Tu parles des gens qu'on invite, souvent ils n'aiment pas venir, mais ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix en fait, c'est nécessaire de venir en fait. C'est pas qu'il n'a pas le choix, c'est que c'est nécessaire qu'il soit là. Venir, ouais. C'est ça. Donc, typiquement, je vois souvent les entrepreneurs qui disent ah non, mais moi, je ne fais pas comme Elon, moi, je fais mon business en cachette. Bon, ok, reste caché, reste bien caché, mon ami, t'inquiète pas. Donc, vraiment, ne t'inquiète même pas, entre même sous ta table si tu veux. Donc, si tu crois que parce que tu as inventé la lune dans ta chambre, on va te donner une médaille, vraiment l'entrepreneur le plus caché du monde, bravo, vraiment, félicitations. Ça ne marche pas comme ça.
la réalité, c'est qu'il faut te médiatiser. Surtout dans les environnements africains où déjà tu es jeune, donc tout le monde s'en fout de ce que tu fais, déjà, pour commencer. Tu es dans la tech, donc ils s'en foutent encore plus de ce que tu fais. Parce que tu n'as même pas un terrain, tu n'as même pas donc des choses de l'informatique là. Donc si tu n'es même pas visible médiatiquement, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Ah ben c'est sûr que c'est déjà accepter de se vendre d'abord, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Moi je te dis par exemple là, quand je me suis lancé sur YouTube, il y a quelqu'un qui me dit mais ça t'apporte quoi? Tu fais ton freelancing là, tu es bien, tu n'as pas besoin de temps. Voilà sur YouTube. Pourquoi tu ne restes pas au quartier à faire tes missions tranquillement? Parce que tu as bien vu que te montrer, te faire voir, c'était utile. Et pendant que tu es en train de faire ça, il y a quelqu'un dans un bar en train de dire mais Achille là vraiment, lui il veut se montrer sur sa chaîne YouTube, il veut montrer qu'il connaît trop quoi. Qui continue de dire ça, tu vois? Et ce que tu dis là, ça me rappelle... Moi j'aurais pu me lancer sur YouTube il y a encore même 5 ans avant. Quand je voyais les gars faire YouTube, je me disais, mais qu'est-ce qu'il explique là? Si quelqu'un ne connaît pas ce qu'il explique là, sa place n'est pas dans l'informatique, quoi. Donc, tu vois, limite, j'ai perdu 5 ans en gros, quoi. J'ai perdu plus de 5 ans, en fait, quoi. Parce que, justement, aussi, il y a une histoire de... Il y a aussi l'entourage qui doit être important, en fait, pour les gens. Parce que, moi, quand je me posais cette question-là, quelqu'un m'avait dit, non, mais c'est le moment il faut y aller, quoi. Il faut le faire parce que, j'aurais gagné 5 ans, en fait, quoi. Donc, il y a aussi une histoire de... L'entourage, en fait, c'est aussi que moi, le podcast qu'on fait aussi là, ça permet aussi de montrer aux gens qu'il y a des possibilités d'essayer de faire des choses, de voir quand ça marche, c'est bien, quand ça marche pas, tu réessayes des choses encore, et ça marchera toujours. Totalement. Dis-moi, toi qui es dans le domaine de la cyber aujourd'hui, c'est quoi les principaux défis là qu'on a aujourd'hui comme ça, à part, on a parlé de maritime tout à l'heure, mais c'est quoi les trucs avec les gars qui appartiennent au monde aujourd'hui là, c'est quoi le défi là qu'il faut regarder? Il y a plusieurs défis dans la cybersécurité aujourd'hui. Le premier étant l'intelligence artificielle parce qu'elle permet d'automatiser les attaques et de faciliter en tout cas les mécanismes de détection, que ce soit du côté offensif ou défensif. Elle représente un enjeu, mais pas tant que ça, parce qu'il y a eu justement le dernier forum de la cybersécurité qui a montré que l'IA n'avait pas autant qu'on l'aurait imaginé disrupter ou révolutionner le domaine de la cybersécurité. C'est-à-dire, on ne s'est pas retrouvé dans un monde où tu t'es retrouvé avec 1 million de hackers qui utilisaient ChatGPT pour hacker les gens. Ce n'est pas arrivé. Même si il y avait ce risque-là potentiel. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, avec l'explosion du spatial, la cyber commence à devenir un enjeu pour l'espace. Tu remarques, il y a d'ailleurs des événements qui croisent cyber et spatial parce que plus il y a de satellites dans l'espace, plus, en gros, c'est plus facile pour une armée de hacker un satellite que de le détruire. Par exemple, là, il y a eu la guerre en Ukraine. Starlink, et justement, vu qu'on parlait d'Elon Musk, ils ont été à un moment donné même au cœur d'un sujet parce qu'on a estimé qu'Elon Musk a désactivé ses satellites de reconnaissance, ses accès satellites, quand l'armée ukrainienne voulait bombarder certains équipements russes. Et il a estimé que il s'était défendu en disant que c'était un choix pour éviter que ça s'escalade trop et que la situation dégénère. Mais c'est juste pour te donner un exemple concret de comment la cyber impacte aujourd'hui des conflits armés réels, en fait. Et donc, au-delà de ça, avec les communications qu'on a de plus en plus sécurisées sur les téléphones, le fait qu'il y ait autant de data, eh bien, les données privées sont de plus en plus exposées. Et donc, typiquement, on a besoin de moins en moins de ressources pour pomper de plus en plus de données sur les gens, en fait. Aujourd'hui, un gars avec son ordinateur dans sa chambre peut faire des ravages. Et donc, la capacité à dupliquer la force de l'IA. Avant, il fallait être un grand technicien pour faire de l'offensive. Aujourd'hui, je peux écrire littéralement sur mon ChatGPT alors que je ne connais pas de SQL. Écris-moi un script pour scraper une page web, par exemple. Et il va m'écrire quelque chose qui fonctionne. Ou alors que tu vas juste adapter un peu et puis ça fera le boulot pour toi. Voilà. Donc ça pose un vrai problème. Donc aujourd'hui, l'IA a fait en sorte que toute personne qui sait écrire est un hacker potentiel. Et donc tu quittes d'une situation où tu avais potentiellement peut-être, je sais pas moi, des centaines de milliers de personnes qui avaient de la technicité qui était une menace potentielle, à un monde où littéralement 4 milliards d'internautes deviennent un danger potentiel. Donc ça change tout. Du coup, tous les jeunes Africains, comme ils voient ces opportunités-là, devraient se lancer dedans alors? Oui, dans la cyber et dans l'IA. Un jeune Africain qui se lance dans la cyber et dans l'IA aujourd'hui a la garantie qu'il ne va jamais chercher de travail.
Là, tu parles de cyber d'IA sur une échelle de, comment on dit ça, de meilleures opportunités, d'être meilleur, de mieux se vendre, d'être plus bankable. Comment tu classes l'IA, la cyber? La cyber, sur une échelle de 1 à 10, alors c'est une histoire de court terme et de long terme. Pour être rentable à court et moyen terme, sur une échelle de 1 à 10, je mets la cyber à 9. Non, je mets la cyber à 8. Et voilà, on va faire deux classifications. Une classification moyen terme et une classification long terme. D'accord. En moyen terme, je donne à la cyber... Moi, je rajouterai une troisième, le court terme d'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer d'abord dedans. Bon, on va aller court terme, moyen terme. Donc, s'il faut faire court terme déjà. Oui. Court terme, je donne à la cyber 9 et je donne à l'IA 8. D'accord. Moyen terme, je donne à la cyber toujours 9 et à l'IA 8. D'accord. Long terme, je donne à l'IA 10 et je donne à la cyber 8, voire 7,5. Parce que tu veux dire que la cyber, l'IA va impacter la cyber derrière? Totalement. L'IA aujourd'hui, c'est plus rentable sur la durée. D'accord. Mais à court terme, les postes IA encore aujourd'hui sont très peu ouverts à des juniors. D'accord. C'est plus les plus gros salaires. C'est vrai que tu as parlé de bankable. Les plus gros salaires sur l'IA aujourd'hui, c'est les doctorants, etc. Des profils un peu comme ça. Ou data scientist, un peu, voilà. Mais dans la cyber, un junior, un gars qui a fait un peu de cyber, qui a 2 ans d'expérience, ah non, il vit très bien. Ah, d'accord. Il vit très, très bien même. Ouais, parce que il y a aussi, avant d'aller même, je te parle de ça parce qu'avant d'aller même dans la partie moyen terme, les gens ont encore du mal à appréhender ces sujets-là, à rentrer dedans, à se dire c'est encore des terres d'opportunité, même pour nous aussi. Parce que moi, par exemple, j'ai fait mes études en Tunisie. Moi, je voyais par exemple que la plupart des call centers de tous les pays, du moins la plupart des call centers français surtout, sont dans la côte nord-africaine en gros. Et c'est des gars qui produisent des ingénieurs un peu à l'appel, quoi. Nous, par contre, qui parlons aussi français comme eux, à peu près, voire même mieux, des fois, on n'a pas ces opportunités-là chez nous, en fait, quoi. Pour une raison de discipline. J'ai fait ce travail de recrutement-là, parfois pour des boîtes françaises, justement, qui voulaient des développeurs en Occident. Chez nous, il y a un problème de discipline qui est quand même sérieux. Tu laisses l'infrastructure de côté? L'infrastructure n'a rien à voir avec le comportement de quelqu'un. C'est pas faux, mais bon, ça peut aussi impacter. Non, moi je ne suis pas partisan, je t'ai toujours dit ça. Moi, je suis partisan du libre arbitre. Je pars du principe que tout le monde est un adulte et faire la petite victime en disant l'infrastructure, l'environnement est monté, descendu. À un moment donné, tu es un adulte, tu assumes ton comportement. Donc, non. La réalité, c'est que, en tout cas, dans la perception qu'ils ont, les entreprises occidentales perçoivent les Nord-Africains comme ayant plus de discipline sur les sujets dev que dans l'Afrique subsaharienne. C'est leur perception, c'est pas la mienne, mais c'est comme ça qu'ils perçoivent la réalité. D'accord. Parce que moi, je suis d'accord avec toi sur la discipline, parce que comme on en discutait avant de commencer, là, des fois, tu donnes un boulot à quelqu'un et puis il disparaît, et puis il revient, et il disparaît, il revient. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas quand même mettre de côté complètement la partie infrastructure, en fait, quoi. En gros, l'électricité, l'Internet sur la matière première, en fait. Bien sûr, c'est bien sûr. Non, je ne mets pas ça de côté. Ouais. C'est bien sûr que c'est la réalité. Je dis juste que, l'argument, on me coupe beaucoup la lumière, donc c'est pour ça que je ne suis pas discipliné, ne marche pas. Ah, bien sûr, bien sûr, c'est ce que tu dis, il n'y a pas de... C'est ça le sujet. Mais effectivement, le fait qu'on me coupe la lumière va peut-être me rendre moins compétitif, va me donner moins d'accès à Internet, ça c'est clair et net. Oui. Okay. Bon, vraiment merci beaucoup. On glisse tout doucement vers notre échange. Vers la fin. Merci. C'est moi qui suis très très content de t'avoir. Du coup, toi aujourd'hui, là, on a bien compris que tu es sur LinkedIn et que tu fais tous les échanges. Est-ce que tu as d'autres canaux de communication? Parce que je t'ai jamais vu sur YouTube, tu n'as pas de chaîne YouTube par exemple, toi. Non, mais ça viendra. Tu t'es pas encore lancé dans cette entreprise-là? C'est une entreprise qu'il faut que tu crées encore? Non, ça va venir. Il y a un expert là. J'ai rencontré un jeune expert en relations publiques là, il va m'aider. Justement, j'allais te demander en fait, est-ce que tu as quelqu'un qui gère tes relations publiques en fait, tes relations presse et tout ça?
Ou c'est toi qui fais tout? Non, c'est moi. Depuis des années, c'est moi qui fais tout. Parfois, on a l'impression qu'il y a des gens. Mais justement, je te parlais de l'utilité de l'école. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que je suis allé à l'école pour ça. Ouais, Bah oui. même les gros, ils ont chargé de relations presse et tout ça. Ouais, je te dis encore une fois, ça dépend de pourquoi tu es allé à l'école. D'accord. Et de quelle école tu as fait. Moi, dans mon école de commerce, on nous a appris à gérer un dossier de presse, à gérer des journalistes. J'avais un module lobbying et relations publiques en MBA. C'était une matière. Ah oui? Donc, soit j'écoutais les cours, soit je les écoutais pas. Ah oui, d'accord. Donc, Je vois ce que tu veux dire. À un moment donné, c'est trop facile. C'est pour ça que je te dis que le truc de l'école ne sert à rien. Là. Quelle école tu as fait, mon ami? Qu'est-ce que tu es parti apprendre? Quelle école tu as fait? Parce que moi, dans mon école, ça m'aide. Quand je fais mes contrats, c'est mes cours de droit des affaires que j'ai eu pendant 3 ans qui m'aident à faire mes contrats. Ouais. Quand je gère ma fiscale, c'est mes cours. Quand j'ai des boîtes dans plein de pays, là, c'est mes cours de fiscalité et de compta international que j'applique. Quand je gère ma façon de parler, c'est parce qu'il y avait des cours de développement personnel, de communication interpersonnelle, de non-verbal que j'applique. Tout ça est lié. Donc, il n'y a pas de hasard là-dedans. Il n'y a pas de hasard, effectivement. Il n'y a qu'une coloration dans les bons choix qu'il faut faire chaque fois. Après, moi, je dis toujours, même si on fait les bons choix, j'aime bien insister là-dessus quand même. Il faut avoir peur de se rater ou de se tromper en fait, pour pouvoir corriger le tir et avancer simplement. C'est humain. Ça, c'est humain. Ça, tout le monde peut se tromper. Mais je suis contre la victimisation. J'ai ça en horreur. J'ai ça en horreur à un point que tu n'imagines même pas. Pas trop d'excuses. Non, parce que moi, par exemple, j'ai tous les problèmes du monde. Je suis africain en Europe, je fais de la cyber dans un environnement où il n'y a que des Occidentaux. Donc, sur le papier, il y a tout pour que ça ne marche pas pour moi. Ouais. Bon, soit je reste là à me plaindre, à dire, bon, vous savez, zut, vraiment, c'est des Occidentaux, ils ont tout fait pour me bloquer parce que j'étais africain, talata. Soit je me dis, bon, ok, je gère avec ce problème-là, comment je fais pour m'adapter, comment je fais pour trouver mon chemin au milieu de tout ça, point à la ligne. Parce que d'autres ont des situations plus difficiles que ça et ils s'en sont tirés. Ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que, factuellement, c'est un frein ou pas? C'est un frein à moitié, c'est ce que je te dis. C'est une montagne à surmonter. C'est un frein, j'ai envie de dire, c'est jusqu'où je le laisse me freiner. D'accord. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire, c'est à quel point je laisse cette réalité-là, ce frein, être arbitre de mon destin. Voilà. C'est-à-dire, et maintenant, moi, je dis à ce frein-là, il est hors de question que toi, petit obstacle, tu décides de ce que ma vie à moi et l'on va devenir sur Terre. C'est pas possible. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et puis, ce que tu dis là, effectivement, ça permet plus effectivement, de pas se victimiser et de se retrousser les manches pour aller appliquer des solutions et essayer des solutions. Ouais. C'est ça. C'est pas que l'obstacle n'existe pas, mais j'estime que ma volonté doit et va être au-dessus de cet obstacle-là. Ah, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Ah non, mais clairement, c'est ce que je partage et que je comprends aussi derrière. Bon, ben, William, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir pris ton temps avec moi. Si je te demandais de me suggérer quelqu'un comme ça pour passer après toi, ce serait qui, toi? Ah, c'est une bonne question. Je vais te faire une confidence. J'ai lu la seule question de toi qui me faisait stresser. C'est celle-ci. Ben, je sais pas pourquoi c'est la première fois que je l'ai fait aussi. Hein. C'est la seule question qui m'a fait méditer. Quand tu as vu la trame, puis je t'ai dit qu'est-ce que je vais répondre à ça, c'est ça? Je me suis dit, nom de Dieu, qu'est-ce que je vais raconter quand il va me demander ça? Parce que si je vais pas te dire le fond de ma pensée, je suis obligé d'être politiquement correct. Donc, du coup... Mieux, je te laisse dire d'abord, parce que je pense que je comprends de quoi tu vas m'amener, mais bon, vas-y, dis toi-même. Donc, en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est je t'encourage à prendre un autre entrepreneur qui innove dans un secteur à forte valeur ajoutée et d'impact. Ça, c'est au lieu de te donner une personne, ma réponse sera je vais te donner un profil. D'accord. Quelqu'un qui, par ses actes, change les choses plus que par ses mots.
Ce que tu dis là aussi, c'est un peu de plus en plus ma vision quand même. Parce que j'ai fait beaucoup de tech. Jusqu'à présent, on a parlé d'un framework, d'un langage jusqu'au bout. L'idée aussi pour moi, effectivement, c'est de rentrer plus dans ce couloir-là pour montrer ce qui est possible de faire, ce qu'on est possible de réussir, ce qui est possible d'achieve en fait, quoi, avec des techs en fait, ou bien des entrepreneurs surtout qui sont aussi dans la tech, parce que moi je suis plus dans la tech, quoi. Je vais pas parler d'entrepreneuriat dans le manioc ou dans le... Bien sûr, moi, on n'est pas là pour parler de la culture du maïs, ça c'est clair et net. Je vais pas aller parler de ça, même si tu es meilleur dedans, c'est bien, c'est une réussite. C'est bien, mais non, on n'est vraiment pas là pour ça. Ça je suis ton homme à 8000% là-dessus. Ouais. Donc, moi, je vais pas participer. Je vais chercher toujours autour de nos sujets là dont on parle. Ceux qui ont essayé des choses et qui ont réussi des choses pour que ça montre aux autres ce qui est possible d'être fait et de réussir. Totalement. Okay. Totalement. Mais merci encore. Et puis, merci encore pour l'invitation. Tous mes encouragements merci pour les encouragements. À toi et aux jeunes qui vont suivre cet échange. Et je souhaite que ça leur donne de la force et que justement ils voient mon caractère et ma façon de voir la vie et que ça leur donne justement de l'énergie aussi. Ah ben, c'est surtout l'énergie là que tu nous as donnée là. Mais il y a un truc que j'ai retenu, surtout depuis qu'on discute là. Victimisation, no way. No way, non, pas avec moi. C'est même pas une option. Les chouineries là, on n'a pas le temps pour ça. Ah, pas le temps. Ok, bon, merci encore. Merci, bye bye. Bye bye.